Bienvenue à la conférence débat du numéro 98 de la revue Agora Débat Jeunesse. Agora Débat Jeunesse, c'est une revue qui est portée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui sort 3 fois par an et qui a pour objectif de donner à voir à travers des publications scientifiques de sciences humaines et sociales, d'articles originaux écrits par des chercheuses, des chercheurs ou des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs, des travaux récents sur la jeunesse, sur les politiques de jeunesse, en fonction des dossiers thématiques. La plupart du temps, il y a des dossiers thématiques, il y a quelques numéros comme ça qui s'appellent les numéros Varia, et qui eux sont des numéros où il n'y a pas d'entrée thématique, excepté jeunesse et politique de jeunesse. Il y a un Larsen. Je sais pas si c'est normal, mais... le numéro dont on va traiter aujourd'hui, c'est un numéro qui s'inscrit dans une continuité de travaux de la revue pour approcher les questions à la fois de valeur, d'engagement, de participation des jeunes. Et il y a pas mal de numéros comme ça qui vont alimenter cette réflexion-là. Et en même temps, et comme le diront Marion et Vulka ensuite, on n'avait pas vraiment encore de numéro sur la religion et les spiritualités. Cette revue, elle s'inscrit dans un fonctionnement plus général. On est 30 au comité de rédaction, 30 chercheuses et chercheurs d'universités très très différentes qui sont toutes sur le territoire, avec des spécialités différentes. Et pour vous donner un peu la cuisine d'une revue, on met entre 2 et 3 ans pour publier un numéro, entre le moment où on en a l'idée, au moment où on en discute, le moment où on va confier le numéro à des coordinatrices, coordinateurs, donc ici Marion Maudet et Vulka Fidolini, le moment où on va recevoir les articles et le moment où il va exister en vrai, en version papier encore et en ligne ensuite. Donc voilà. Cette revue, elle s'inscrit aussi dans une volonté de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire d'avoir une place dans la production scientifique, mais aussi dans la diffusion scientifique, dans la valorisation de la recherche et dans la capitalisation de la recherche sur la jeunesse. Elle s'inscrit aussi dans d'autres formes de publications, et vous trouverez sur le site internet notamment une autre collection qui s'appelle les cahiers de l'action, ou encore des fiches repères, des rapports de recherche. Tout ça, c'est en ligne. Au-delà de ça, et pour terminer sur l'INJEP, l'INJEP c'est un institut public, un service à compétence nationale du ministère en charge de la jeunesse, qui produit aussi des données sur la jeunesse, des données statistiques, des données qualitatives, des données d'évaluation de politique publique, et qui sont réalisées par plusieurs équipes de production de données, et qui sont autant que possible, avec les moyens qu'on a, valorisé grâce à l'équipe de valorisation de diffusion qui a co-organisé aujourd'hui la conférence débat, et dont je salue ici mes 3 collègues ici présentes, sans qui on n'aurait pas pu l'organiser. Enfin, je tiens à remercier la MSH et en particulier Marion Maudet pour notre accueil ici, puisque l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire est à Paris, mais a pour vocation en tant qu'Institut national de s'inscrire aussi autant que possible là où les coordinateurs, coordinatrices ont porté les dossiers ou portent les dossiers, pour aussi alimenter la réflexion collective et pas avoir une vision que parisiano-centrée, ni de la production scientifique, ni de la discussion autour des données scientifiques. Donc aujourd'hui, vous êtes venus à une conférence débat, donc vous allez avoir une partie conférence et, je spoil, une partie débat. Donc la conférence, je vais l'animer autant que possible, vous présenter les intervenantes et l'intervenant en ligne. Et puis après, il y aura une partie débat à laquelle chacune et chacun vous serez conviés, si vous en avez envie, à poser des questions, à apporter des éléments d'éclaircissement si vous en avez, si vous en avez envie. Je vous demanderai autant que possible de vous présenter, puisque nous présentons de notre côté. Voilà, sans plus attendre et sans perdre du temps, je vais vous présenter un peu rapidement les intervenantes ici présentes, et je présenterai enfin Vulka Fidolini qui est ici derrière. Donc Marion Maudet qui est au milieu, qui est sociologue et maîtresse de conférences à l'Université Lumière Lyon 2, donc ici, et qui a coordonné le dossier. En fait, je vais présenter Vulka dans la foulée, avec Vulka Fidolini, qui lui est sociologue et maître de conférences, donc vous l'avez vu à l'Université de Lorraine. Donc voilà, et comme on a comme principe dans les conférences débats de faire discuter les dossiers
par des chercheuses et par des expertes ici de terrain qui n'ont pas contribué au numéro. Parce que le dossier n'est pas le résultat d'une seule recherche collective, c'est le résultat de travaux distincts et qui n'ont pas pour vocation à faire l'état des lieux d'une question. Et donc c'est à ce titre-là qu'on a convié trois autres collègues, 2 chercheuses et une chargée de développement, pour alimenter la réflexion, pour voir comment elles pouvaient s'inscrire au regard de leur expertise, comment ce dossier, ça pouvait faire écho à leur propre manière de travailler la question de la jeunesse, comment ça pouvait faire écho à leurs propres données sur les questions de valeurs, d'appartenance religieuse, de pratiques religieuses. Et donc, je donnerai d'abord la parole à Diane-Sophie Girin, qui est sociologue, ingénieure d'études et membre du laboratoire CERAPS à Lille. Et puis, ensuite, à Emmanuelle Santelli, qui est sociologue et directrice de recherche au CNRS ici à Lyon, au centre Max Weber. Et puis enfin, je laisserai la place à Livia Gillet, qui est chargée de développement de projet au centre social Bonnefoy, donc pareil, ici à Lyon, pour qu'elle nous apporte aussi leurs éclairages au regard de leurs expertises. Donc voilà, si vous me voyez leur glisser des petits mots, c'est pas que je suis encore au collège, c'est juste que j'essaye de réguler le temps de parole et donc j'essaye autant que possible de faire que chacune ait le même temps de parole avant qu'on passe à la partie débat. Voilà, je vous remercie beaucoup, vous pouvez noter vos questions et on sera toutes, et Vulca aussi, complètement partant pour tenter d'y répondre ou en tout cas apporter des éléments d'éclaircissement. Sans plus attendre, je laisse la parole à Marion. Merci. Du coup, je prends le... C'est ça. Merci beaucoup pour votre présence à toutes et tous ici pour la présentation de ce numéro d'Agora Débat Jeunesse. C'est un numéro que nous avons coordonné avec Vulca Fiordolini, qui est un ami, un collègue de longue date maintenant, puisqu'on s'est connus quand moi j'étais en tout début de thèse. Merci beaucoup au comité de rédaction en fait, de nous avoir proposé cette thématique, parce que c'est pas nous qui l'avons suggérée, c'est une thématique qui nous a été proposée et à laquelle bien sûr on était extrêmement attachés. Je vais prendre le début de la parole pour cette introduction, puis je donnerai la parole à Vulca. Comme il est en ligne, on a décidé de faire une division inégalitaire du temps. Je vais parler un petit peu plus, mais c'est une introduction que nous avons écrite à 4 mains. Donc notre souhait, quand on nous a proposé de travailler sur la question des spiritualités et des religions, c'était de cartographier un ensemble de travaux récents sur les questions religieuses et spirituelles chez les jeunes. Et on partait du constat d'une difficulté en fait d'une difficulté. Oui, désolée. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit posé là. Merci. On partait du constat, déjà de la part de la revue, de l'absence de cette thématique dans les numéros, comme un numéro spécial, et finalement de travaux épars ou pas souvent clairement identifiés comme travaillant sur cette question. Nous avions fait le choix au départ d'élargir fortement l'appel à communication pour qu'émergent des propositions d'articles sur des recherches empiriques originales pouvant traiter de différentes thématiques, les pratiques de sociabilité, l'éducation, le genre, la sexualité, l'écologie, l'engagement de manière générale, à partir de cadres théoriques divers et élargis à l'ensemble des modes de catégorisation du religieux et de la spiritualité. Ainsi, notre idée, c'était d'interroger la religion de manière très large, en dehors aussi des religions instituées, dans leur cadre, mais pas uniquement, et à l'écart des normes religieuses écrites et des textes sacrés. Donc ça, c'était le cœur, bien sûr, de la revue Agora, donc c'est de partir d'enquêtes de terrain et plutôt centré sur les pratiques des jeunes, même si, bien sûr, que ça croise le terrain de leurs valeurs. Et ça déplace aussi le regard d'analyses qui sont faites parfois, qui portent plutôt sur la relecture de textes religieux par des gens qui ne sont pas uniquement des sociologues. Et notre intention principale était de prendre la religion dans une perspective intersectionnelle large, qui permettait de penser tout autant, de penser la religion et la spiritualité à partir de logiques de domination et d'oppression, mais aussi de penser des lieux localisés de résistance à ces logiques-là. Avec l'idée que les appartenances religieuses sont toujours le produit d'autres appartenances imbriquées, de genre, de classe,
ethno-raciale, bien sûr, mais aussi d'âge, comme on va le voir. Elles engagent les questions de transmission et donc les problématiques intergénérationnelles, tout autant que les jeux de socialisation et d'inculcation formelle. Donc questionner le religieux chez les jeunes, donc religieux et spirituel, donc l'idée étant vraiment de sortir des dimensions les plus catégorisables de la notion et de saisir des choses qui pourraient être plus labiles, d'essayer de comprendre justement ce qui pourrait constituer pour les jeunes eux-mêmes des pratiques de spiritualité, en partant du terrain, en partant du bas, oblige à prendre en compte le contexte religieux très contemporain en France, rappelé dans de grandes enquêtes récentes de la statistique publique. C'est par exemple le cas d'une enquête trajectoire et origine qui a été menée en 2019-2020, qui souligne notamment l'importance très forte du groupe des 100 religions et de 2 groupes religieux principaux. D'une part, celui des catholiques, qui représente environ 30% de la population française, et celui des musulmanes et musulmans, qui représente environ 10 à 11%. Les autres chrétiennes et chrétiens représentent 9% de cette population, qui comprend notamment le protestantisme et le protestantisme évangélique, tandis que les personnes juives représentent 0,5%, comme les bouddhistes. Les transformations du paysage religieux français ont pu être décrites par des termes comme celui de décatholicisation, pour reprendre un terme de sociologue de la religion, Philippe Portier et Willem, rejoignant des concepts comme celui d'exculturation du catholicisme qui était proposé à l'époque par la sociologue Danielle Hervieux-Léger et qui évoque la sortie même du catholicisme des référents culturels. Et quand on voit l'augmentation de la part des sans religions et qui suit une tendance plutôt à l'augmentation, on a tendance à proposer cette lecture-là. Une lecture qui aurait tendance à voir le religieux comme quelque chose de marginal, quelque chose qui serait sur le côté. Ces analyses qui portent le regard sur la forte sécularisation de la société française vont amener à regarder la religion comme quelque chose qui se transmet ou ne se transmet pas, et penser la religion notamment à partir de cette question du lien. Il y a d'autres manières en fait de penser le religieux, le numéro invite notamment à porter la focale sur ces questions-là, notamment sa capacité mobilisatrice, ce que le contexte international actuel nous montre bien, les dimensions liées à sa politisation, que ce soit pour la défense d'un ordre moral conservateur ou bien au contraire pour la remise en question de cet ordre-là. Les logiques et la diversité des logiques de l'identification religieuse, les modes de socialisation à la religion et ses transformations, les conséquences pratiques des modalités d'engagement dans la religion, en particulier chez les plus jeunes. En effet, si la part des sans-religions est importante, la transformation du paysage religieux et le récit donc réel de cette augmentation des sans-religions ne doit pas masquer plusieurs éléments très importants qu'on a essayé de mettre en évidence dans l'introduction du numéro et qui se voit ensuite dans les articles. D'une part, c'est la pluralité interne aux groupes religieux, et notamment la pluralité interne au catholicisme, qui, à côté d'un récit qui en ferait une religion dévitalisée, retrouve une forme de vitalité, au moins à certains endroits de l'espace social. Et ça rejoint des travaux déjà anciens sur la pluralité interne au catholicisme, avec une distinction entre des catholiques qui seraient qualifiés d'ouverture et des catholiques d'identité, et un catholicisme identitaire qui est fort, puissant, et qui a une capacité d'action particulièrement prononcée dans différents secteurs de la vie sociale. Ce catholicisme identitaire, qui est très fort, disons, depuis les années 90, notamment sur les questions de genre et de sexualité, se voit interrogé ou en tout cas questionné par ce que Céline Béraud appelle l'épreuve des scandales sexuels dans la période récente. Et à côté de ce catholicisme identitaire, on a aussi une présence active qu'on commence à observer et à identifier de féminisme religieux et notamment de formes de féminisme catholique qui vont aussi questionner de notre manière les discours et les valeurs en matière religieuse. D'autre part, on peut noter la vitalité d'autres religions. L'islam en premier lieu, mais aussi le protestantisme évangélique ou encore le judaïsme, même si la part de ces religions sont moindres par rapport au catholicisme ou aux personnes sans religion. Des religions qui peuvent avoir des conduites qu'on pourrait appeler de type minoritaire, par exemple, qui se caractériseraient par une forte transmission intergénérationnelle dans les familles, relativement à ce qui peut se jouer dans le catholicisme, la volonté par différents moyens de préserver ses frontières, par des pratiques ou la défense de certaines valeurs. Ensuite, ce qu'on voulait chercher à capter le plus possible, c'était l'expression de formes de spiritualité aux marges ou à distance des religions instituées,
qui permettrait d'identifier la manière dont le religieux pourrait se transformer. Et ça peut aussi se jouer au sein même des catégories religieuses les plus connues. Et c'est aussi une invitation à casser cette catégorie des sans-religion qui en fait masque toutes ces formes de détachement à l'égard du religieux institué, mais de vitalité de l'expérience religieuse en tant que telle ou de l'expérience spirituelle en tant que telle. Donc, comme je disais, les travaux sur les jeunes et les religions sont encore en construction, avec notamment des travaux qui portent sur les enjeux de socialisation et d'éducation privée, notamment catholique ou musulmane, comme en témoignent les travaux de Diane-Sophie Girin, qui vient discuter le dossier. Et d'ailleurs, chose importante à noter, les articles écrits et publiés dans le numéro sont tous écrits par des jeunes chercheuses et chercheurs encore en doctorat. Donc on a choisi d'adopter 3 angles principaux dans la revue. D'une part, on a des articles qui montrent qu'être jeune et croyant aujourd'hui, c'est le produit de socialisation multiples et imbriquées, et qui vont varier selon la trajectoire sociale des personnes concernées. Donc c'est comprendre la production des jeunesses croyantes. Ça, c'était notre premier objectif. D'autre part, c'était de mettre en évidence le fait que les appartenances religieuses ont des conséquences pratiques sur les individus, sur les manières de vivre leur jeunesse. Les sorties, les modes de sociabilité, les rencontres amoureuses, l'engagement politique, les questions environnementales, le vécu de discrimination. Et enfin, c'était la façon dont la religion va agir sur les mécanismes de reproduction sociale, sur les dynamiques d'exclusion ou de minoration sociale qui traversent les parcours individuels et aussi collectifs, mais aussi sur les mécanismes de résistance. Et donc là, il s'agissait de voir la façon dont la religion ou la spiritualité s'inscrit dans des rapports de domination, en passant par l'accès ou non à des ressources matérielles et symboliques, au vécu de discrimination, à l'instauration de frontières pour renforcer des groupes qui pourraient offrir aussi des espaces de résistance ou de réaffirmation symbolique. Si j'ai bien noté, ça fait 10 minutes. Ok. Donc il me reste 5 minutes avant de passer la parole à Vulka. Donc les articles, donc on a reçu une quinzaine d'articles et on en a retenu 5 qui portent sur, on a essayé de cartographier, d'avoir une diversité des affiliations religieuses. Donc on a, comme vous pouvez le voir, on a des travaux qui vont porter sur le catholicisme, des travaux qui portent sur l'islam, des travaux qui portent sur le protestantisme évangélique et sur des modes de spiritualité moins facilement catégorisables. Voilà, comme des formes de pratique New Age. Et qui aborde donc les 3 dimensions dont je viens de vous parler. Donc je vais très très rapidement évoquer chacun de ces articles-là et puis passer la parole ensuite à Vulka. L'article d'Émilie Griset repose sur une enquête ethnographique qui est menée auprès de 4 écoles primaires catholiques aux profils sociaux contrastés, sous contrat avec l'État. Et l'article s'intéresse à la manière dont le religieux est appris par l'école, la manière dont l'école agit comme agent de socialisation ou non, et est plus ou moins efficace en tant qu'agent de socialisation. Elle montre aussi les résistances observées dans certaines écoles, notamment les écoles avec une plus grande part d'élèves non catholiques ou socialisés dans des familles non pratiquantes, voire d'élèves musulmanes et musulmans. L'article de Nawal Yacoub s'intéresse aux carrières de jeunes musulmanes et musulmans convertis à l'islam au cours de l'adolescence et jusqu'au début de la vingtaine. Ce qui est souligné, c'est la manière dont on a des socialisations par frottement et par les pairs. Et en fait, on voit la forte influence des pairs dans les récits de conversion. Et les logiques genrées de ces conversions-là, avec des conséquences très différentes qui vont porter sur les jeunes hommes et les jeunes femmes convertis. Pour le dire très grossièrement, on va avoir notamment une forme de réhabilitation de jeunes hommes convertis qui sont dans des carrières, qui peuvent être des carrières déviantes ou délinquantes. Et pour les jeunes femmes, ce choix-là va aller de pair avec la valorisation d'une forme de féminité respectable qui va se tourner vers le couple et la maternité, mais le vécu souvent de discrimination plus forte, notamment si elles portent des vêtements ou identifiant à l'islam comme par exemple le foulard. Ce qui montre que la religion va être vectrice de stigmatisation et espace de résistance ou de réajustement symbolique. Anna Bérard va, elle, travailler sur l'adoption de pratiques religieuses ou spirituelles, plutôt ici de pratiques spirituelles comme le reiki, le magnétisme, etc.,
Et elle montre, en s'intéressant aux franges stabilisées des classes populaires, que ces pratiques revendiquées par les jeunes répondent à différentes logiques. On va avoir en fait des formes de socialisation antérieures. Souvent, c'est des personnes qui, dans leur enfance, ont des référents, que ce soit des parents qui, par exemple, vont pratiquer eux-mêmes des formes de guérison spirituelle, etc., ou qui ont été amenés face à des guérisseurs. Euh, donc ça rejoint des travaux qui montrent la socialisation antérieure des personnes qui se tournent vers ces pratiques-là. Et en même temps, les personnes qu'elle étudie sont des personnes en ascension sociale, et c'est des personnes qui, du coup, se réapproprient de manière savante ces pratiques-là, et vont critiquer une manière populaire, en fait, la manière de leurs parents populaires de pratiquer. Et les deux autres textes abordent plus frontalement la manière dont sont réappropriées les normes religieuses. On a le texte de Louise Chabanel qui s'intéresse à l'ordre moral en matière de sexualité chez les jeunes protestantes et protestants évangéliques, et comment est réappropriée et réajustée la norme de pureté sexuelle, notamment avec une relecture de la notion d'abstinence chez les jeunes qui auraient par exemple eu déjà des rapports sexuels. La norme de pureté est montrée comme élément de distinction sociale et qui permet de bien protéger le groupe, et donc qui facilite aussi la reproduction du groupe. Donc on voit bien comment ici les normes religieuses de sexualité sont importantes dans la constitution et le maintien de frontières religieuses, en particulier ici pour des groupes minoritaires. Enfin, l'article de Simon Gauthier porte sur la réception et l'appropriation du discours papal en matière d'écologie chez de jeunes catholiques issus des classes supérieures ayant grandi dans des familles se situant plutôt à droite de l'échiquier politique. C'est l'encyclique portant sur l'écologie intégrale, Laudato Si, du pape François, qui entraîne chez ces jeunes une forme de revitalisation religieuse à partir de l'écologie, mais qui permet d'interroger en fait un engagement écologique qui se situe plutôt à droite de l'échiquier politique, plutôt chez des catholiques pratiquants observants, et des dynamiques qui donc s'éloignent beaucoup d'engagements qui seraient proches des ZAD ou qui seraient des engagements écologiques gauchistes. Donc voilà pour les éléments de ce dossier. Avant de passer la parole, vu que je crois qu'il me reste 1 minute, je vais donner quelques éléments de prolongement. Un des points aveugles du dossier, c'est qu'il nous manque des travaux, notamment il nous manque des travaux sur certaines religions, et vous pouvez noter l'absence du judaïsme, qui n'est pas vraiment de notre fait, parce qu'en fait c'est un article qui aurait dû arriver et qui finalement s'est arrêté en cours de route. Mais encore, ce qui manque aussi, c'est la manière dont les trajectoires migratoires vont modeler des modes d'appropriation du religieux. Finalement, on est sur des personnes qui généralement n'ont pas vécu de trajectoire migratoire dans le dossier. Or, c'est quelque chose qui serait intéressant à creuser chez les plus jeunes, puisqu'on a déjà des travaux anciens qui montrent de quelle manière les circulations et les circulations migratoires et la réappropriation d'une histoire migratoire interrogent le religieux dans une société, qu'on peut qualifier de post-migratoire et de post-coloniale, qui met en jeu aussi les dynamiques de discrimination, de racisme ou d'islamophobie, par exemple, si c'était dans le cas de l'islam. Je m'arrête ici pour ne pas dépasser le temps, et je passe la parole à Vulka. Yael, tu m'excuseras, je prends juste 30 secondes au début pour encore une fois m'excuser de mon absence, mais vous avez peut-être pu voir les raisons de mon absence. J'avais cours jusqu'à 17h et j'ai même eu du mal à arrêter mon cours, alors que les étudiants ne posaient jamais autant de questions en fin de cours. Aujourd'hui, c'était toujours des questions. Et remercier toi, Yael, et aussi les personnes qui sont présentes à tes côtés pour avoir accepté de discuter avec nous de ce numéro, sur lesquels Marion a déjà dit beaucoup de choses, et moi je voudrais plutôt revenir sur certains points dont on a discuté avec Marion, qui pourraient peut-être préparer un peu le débat qui suivra. Marion, elle a justement beaucoup insisté sur l'intérêt que ce numéro porte concernant les logiques. D'une part, effectivement, comme elle les a appelées, les conséquences pratiques des modes de pratiquer la religion chez les jeunes, et l'intérêt pour l'observation des logiques des reproductions, de certaines distinctions sociales, mais aussi les formes des résistances qui traversent ces formes de reproduction sociale. Et c'est vrai qu'en lisant ces dossiers, en réalisant les articles
articles au fur et à mesure qu'ils sont arrivés, qu'on les a travaillés, on les a relus, on en a discuté aussi avec les auteurs, les autrices. C'est vrai qu'à distance de quelques mois, en reprenant les dossiers, j'ai effectivement encore vu émerger des choses qui effectivement nous avaient peut-être échappé au début. Et alors, si c'est vrai effectivement que ce travail de sourds et à travers les religieux par les jeunes nous montre en fait comment on voit bien comment la religion représente une sphère qui permet à ces jeunes, à ces jeunesses de s'identifier avec une confession, de différencier d'autres manières d'interpréter les religieux, de s'y différencier par rapport au père, par exemple dans les relations amicales, au sein des rapports générationnels, au sein de la même génération, dans les relations des couples, y compris dans la fratrie. Nous avons vu aussi globalement dans tous les articles un peu comment ces logiques de différenciation, des distinctions par les religieux suivent des logiques horizontales en fait, des rapports au sein de la même génération, la jeunesse, les jeunesses au pluriel. Alors, en réalisant un peu les articles, je dirais que à côté de toute cette logique d'identification qui se fait au sein des relations entre pairs, donc de façon plutôt horizontale, on s'est aperçu en fait à quel point en fait ces logiques de hiérarchisation des modes, des modalités de croire se font aussi de façon verticale. Et notamment à travers un rapport une différenciation des modes de croire intergénération qui se joue notamment dans les rapports avec les parents. Et donc, on s'est rendu compte effectivement comment les pratiques religieuses, les manières de croire, représentent en fait des marqueurs, des distinctions d'âge et d'appartenance générationnelle. Donc, que ce soit les rapports à l'illicite ou au licite dans les conduites sexuelles, que ça concerne la manière d'interpréter certaines pratiques spirituelles comme la guérison, la cartomancie, ou encore concernant les socialisations religieuses qui se font dans les socialisations avec les groupes de pairs ou encore en politisant les religieux, comme Marion l'a montré en présentant rapidement les articles. On observe effectivement comment ces rapports aux religieux servent des logiques d'autonomisation, d'indépendance des jeunes par rapport à leurs parents pour remarquer une manière de croire qui est différente d'autres générations, des générations, je dirais, des anciens. Donc, pour remarquer d'autres manières, des nouvelles manières de croire, que nous pensons en fait aussi la sociologie de la jeunesse a un peu moins documenté. Vous savez très bien que les logiques d'autonomisation, d'indépendance des jeunes est une question vraiment très classique en sociologie et notamment en sociologie de la jeunesse. Et voilà, nous pensons en fait que ce rapport se décline aussi de façon très intéressante à travers les rapports aux religieux, à travers lesquels en fait justement les jeunes marquent des nouvelles formes d'appartenance, des distinctions, des formes de différenciation par rapport aux anciennes manières de croire et de se rapporter aux religieux, en nous invitant peut-être, c'est une idée de recherche et aussi d'écriture peut-être que je lance un peu aussi à Marion, d'interroger davantage ces liens entre religion et rapport d'âge. C'est un thème sur lequel on pourra effectivement revenir lors du débat. Un tout dernier mot qu'on tenait avec Marion à dire sur un peu le fonctionnement de ce numéro. Yael l'a rappelé en début, le long calendrier qui accompagne la préparation d'un numéro et jusqu'à la sortie, jusqu'à la publication, on a trouvé effectivement que le calendrier du travail a été effectivement, si vous voulez, à la fin assez rapide. C'est un projet qui a démarré il y a 1 an et demi et donc je pense qu'on est arrivé au bout assez facilement. Et c'est sans doute grâce aussi au fonctionnement de la revue, à Yael évidemment, mais aussi au travail de Marianne Autain qui a relu les articles, qui a représenté un peu l'interlocutrice au moment de la préparation des dernières versions. Et
grâce à la grande autonomie qu'on a reçue aussi, que la revue nous a donnée, ça nous a permis effectivement d'avancer dans un travail de réflexion, de débat, des dialogues scientifiques avec Marion, qui a vraiment été nourri par les différentes étapes dès la sélection des résumés, dès l'arrivée des premiers articles, jusqu'aux évaluations reçues par les relecteurs et les relectrices qu'on a mobilisés, qu'on remercie aussi, même si elles restent anonymes, et qui continuent. Je me suis rendu compte de ça ces derniers jours, même après une deuxième, une troisième relecture du dossier, qui, nous espérons, pourra laisser aussi un petit héritage pour encourager, inspirer d'autres recherches dans le même sillage. Voilà, je vous remercie et je m'excuse encore une fois de mon absence physique avec vous. Vulka, on va maintenant ouvrir, maintenant que vous avez eu un peu voilà, le contenu du dossier, son histoire et comment ça s'est passé, un peu tout ce travail-là. On va ouvrir justement à d'autres pistes de lecture, c'est-à-dire par des collègues, des expertes qui n'ont pas travaillé sur le dossier et donc qui se sont retrouvés avec le défi de lire un dossier et de tirer les fils, ou en tout cas de chercher à tirer les fils sur comment ça fait écho à leurs propres travaux, comment ça peut être interprété, quelle piste de recherche aussi ça peut amener à travailler ultérieurement. Voilà. Diane, Sophie, je te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Je vais pas dépasser le temps. Alors, je commence par vous remercier, les coordinatrices de ce dossier et les organisateurs et organisatrices de cette rencontre pour cette invitation et de m'avoir donné à lire ce dossier passionnant qui, je parle pas assez dans le micro, qui réunit des recherches inédites qui sont basées sur des enquêtes de terrain, vous l'avez dit. Et il me semble que justement c'est un des nombreux points forts du dossier parce qu'il met en avant des recherches en cours sur des terrains qui sont assez peu explorés jusque-là. Ils sont issus, tous ces articles, de jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, donc c'est souvent des doctorants qui font la vitalité de la recherche, et là ça se confirme, qui ont à cœur de considérer la religion comme étant au croisement de différents rapports sociaux, donc de genre, de classe, ethno-raciaux. Et donc ça, c'est un des points forts, et je vais me concentrer dans un premier temps sur 3 de ces points forts avant de réfléchir à la manière dont ce dossier fait écho à mes propres recherches, puis à évoquer peut-être quelques pistes de recherche supplémentaires. Donc déjà, premièrement, le gros point fort, c'est de mettre en valeur une problématique qui est assez invisibilisée en sociologie, le rapport des jeunes à la religion. Et on peut se demander si c'est pas une spécificité française, puisque finalement, on a assez peu de choses, alors que chez nos voisins européens, on a toute une gamme d'études qui vont des sciences de l'éducation, de la philosophie, de la sociologie, qui abordent cette question sous différents angles. Et peut-être que le contexte français, très marqué par la question de la laïcité et celle de la radicalisation, écrase un peu le débat sur ces questions, sur la religion en général. Pourtant, la thématique jeunesse et religion, elle est au croisement comme ça de 2 mouvements. Donc d'un côté, l'appartenance au catholicisme, elle est vieillissante, elle augmente avec l'âge. Donc ça invisibilise ce qui se passe du côté des jeunes catholiques, mais aussi dans les autres dénominations chrétiennes, comme le protestantisme évangélique. De l'autre, on a des religions de jeunes, donc l'islam, le protestantisme évangélique, et puis les pratiques spirituelles aussi, dont Anna Bérard parle, qui sont souvent perçues comme un problème public. Donc notamment, on a cette crispation très forte depuis les années 1990 sur la thématique jeunes et islam, donc notamment avec ce qu'on a appelé les affaires du voile depuis 1989 et jusqu'en 2024 avec l'interdiction de l'abaya à l'école. Puis la thématique de la radicalisation qui s'est imposée à partir de 2012, des attentats de Mohamed Merah, puis de 2015 et ceux qui ont suivi. Et donc cette focalisation comme ça sur l'islam comme problème public, et l'islam qui souvent cache finalement la question religieuse de manière plus générale. Quand on parle de religion, on parle d'islam en fait. Quand on parle de laïcité, on parle d'islam en fait. Ça a des effets en termes de minorisation sur une grande partie des jeunes musulmans
un sentiment de discrimination, des expériences de la stigmatisation. Et ça invisibilise complètement les processus de transmission tels qu'ils ont lieu dans les familles et qui ne sont pas forcément marqués, évidemment, du sceau de la radicalité. Et ça, c'est donc une des grandes forces du dossier, il me semble, d'éviter cet écueil du prisme de la radicalisation. Deuxième point fort, c'est que le dossier nous amène à nuancer la thèse de la sécularisation en mettant en avant les transformations plutôt que l'effacement du religieux et de sa transmission. Donc, on a des dynamiques au sein du catholicisme, qui reste encore donc la première religion de France, comme tu l'as rappelé, Marion, qui sont évoquées dans le dossier, notamment le mouvement de revitalisation pour des jeunes catholiques qui s'identifient également comme écolos. Donc ça, c'est dans l'article de Gauthier-Simon. Mais aussi en allant voir des religions hors catholicisme, comme le protestantisme évangélique avec Louise Chabanel, ou l'islam dans l'article de Nawel Yacoub sur les conversions. Donc ces religions-là connaissent un haut taux de transmission au sein des familles. Elles accordent beaucoup d'importance, ces personnes, à leur religion au quotidien, et elles ont des pratiques religieuses plus intenses. Là, on peut s'appuyer sur les résultats de l'enquête Trajectoire et Origine, par exemple. Mais on a aussi des nouveaux mouvements religieux qui sont à distance des cadres religieux plus institués, comme les pratiques de cartomancie, de magnétisme ou de médiumnité, qui ont été étudiées par Anna Bérard, qui sont mis en valeur dans le dossier. Et ça, je trouve que c'est aussi un énorme point fort, de ne pas s'arrêter juste aux 3 monothéismes. Troisième point fort que j'ai noté, c'est de réinscrire la religion dans le social. On est vraiment dans la continuité des travaux de Véronique Altglas, de Yannick et Gwendoline Malogne-Fer. Voilà, de quelle manière s'effectuent les socialisations religieuses, mais aussi la façon dont l'engagement religieux ou pas produit, révèle des mécanismes de hiérarchisation sociale. Ça, c'est une idée forte et qu'on retrouve bien dans le dossier. Donc, les logiques d'appartenance ou non à tel ou tel groupe religieux et les manières de pratiquer tel ou tel culte s'inscrivent dans des appartenances inégalitaires. Vous le rappelez bien dans l'introduction, d'où l'importance de resituer à la fois les enquêtés au sein des rapports sociaux multiples, donc en termes de genre, de classe, de racialisation, et de décrire leur trajectoire sociale et les éventuels effets de leur socialisation religieuse sur ces trajectoires. Donc, par exemple, l'article d'Émilie Griset nous montre bien que l'acquisition d'un bagage théologique dans les écoles catholiques peut fournir un capital mobilisable dans le cadre scolaire. Donc, c'est des élèves qui auront les bonnes références en histoire, en littérature, en histoire des arts, par exemple. Louise Chabanel nous montre que la forte incitation à la virginité et la norme conjugale hétéromaritale pousse des jeunes évangéliques à se marier bien plus tôt que le reste des Français. Nawel Yacoub analyse les effets de la pratique du port du voile sur des jeunes femmes converties à l'islam diplômées qui sont confrontées à l'impossibilité de trouver un emploi sur le marché du travail. Et donc, elle se replie sur la maternité intensive ou sur l'auto-entrepreneuriat. 2 options qui sont bien en dessous de ce qu'elles pouvaient légitimement obtenir en vertu de leur niveau de diplôme. À l'inverse, pour des jeunes hommes convertis, l'affiliation à l'islam peut non seulement pousser à des trajectoires de sortie de la délinquance, mais aussi à l'investissement dans des formes de formation autodidacte qui contrastent avec leur parcours d'échec scolaire. Ils acquièrent des capitaux symboliques et sociaux en tant qu'érudits de la connaissance musulmane. Alors, dans un deuxième temps, là, j'arrive à la moitié de mon intervention, je vais essayer de vous montrer en quoi ce dossier a fait écho à mes propres travaux de recherche sur les socialisations religieuses enfantines. Donc moi, j'ai mené une enquête sur des écoles privées musulmanes en France entre 2016 et 2021. Et comme les articles dans la revue, j'ai opéré par une ethnographie au sein de 3 établissements. Donc évidemment, je m'intéresse
intéressée à la question des politiques publiques, et je pense qu'ici, vous êtes au courant, il y a le cas Al-Kindi à Dessine, par exemple, donc un établissement privé musulman qui se fait retirer son contrat là, depuis quelques semaines. Mais au-delà de cette question des politiques publiques, j'étais confrontée à un constat assez rapidement, c'est que en 2004, les parlementaires avaient imaginé que ces écoles musulmanes, c'était une bonne solution pour les filles qui portaient le voile dans les écoles publiques et dont on souhaitait finalement qu'elles quittent les établissements publics. Et puis une vingtaine d'années plus tard, c'est un nouveau problème public à résoudre. Donc ça, c'était un peu la première énigme à laquelle je me suis confrontée. Et puis l'autre question qui m'intéressait, c'était de comprendre en quoi ces écoles musulmanes, finalement, elles sont un espace de socialisation islamique. Donc la socialisation, c'est la manière dont l'individu est formé et transformé par son milieu social. Et dans la socialisation religieuse, c'est l'ensemble des processus d'incorporation de dispositions religieuses, des manières de concevoir, de négocier au quotidien sa position religieuse dans l'espace social, ainsi que des manières de catégoriser les autres et de donner du sens au monde selon les lignes de compréhension religieuse. Et là, je cite la définition qu'Émilie Grisé en donne dans le dossier. Donc moi, je me suis intéressée à ce qui se passait au sein de ces 70 établissements scolaires privés musulmans, puisque quand je rencontre leurs fondateurs et leurs fondatrices, ils conçoivent leurs écoles comme un espace scolaire alternatif, pensé par et pour des musulmans en réaction à cette mise en problème public de l'islam dans l'éducation nationale. Et donc au même titre que la famille, que les cours en mosquée ou que les groupes de pairs, ces écoles, elles participent activement au processus de socialisation islamique, c'est-à-dire à la transmission, à l'incorporation active de savoirs pratiques et théoriques en lien avec la tradition islamique. Et donc, dans ces écoles, le processus de socialisation islamique, il relève à la fois d'apprentissage explicite, donc mémorisation du Coran, cours d'éducation islamique, et des transmissions beaucoup plus implicites, comme l'apprentissage d'un certain rapport au temps, puisque dans certaines écoles, le temps est marqué par le temps des prières rituelles, mais aussi par le calendrier liturgique. Par exemple, en ce moment, c'est le Ramadan, donc c'est un temps spécifique. Cette socialisation, elle passe par le corps et par les émotions. Elle est rendue possible par les aménagements concrets de l'espace, que ce soit par un paysage sonore particulier, quand on diffuse l'appel à la prière, par exemple, dans l'établissement, par un mobilier spécifique. Il peut y avoir des lavabos bas dans les sanitaires pour réaliser les ablutions avant la prière. On a une salle qui peut être couverte de moquettes pour faire la prière, ou encore par des usages langagiers distinctifs, quand les élèves s'expriment dans une langue arabe liturgique dans les salutations qu'ils prononcent en classe, ou encore des pratiques alimentaires propres, quand de la viande halal est servie à la cantine, par exemple. Et donc, l'école musulmane devient un espace de retournement du stigmate, en quelque sorte. Les normes de neutralité et de l'éducation nationale y sont inversées. Donc, ce qui m'a énormément intéressée dans le dossier, c'était tout cet aspect d'étudier les modalités concrètes de cette socialisation religieuse sur différents terrains. Donc, par exemple, dans l'article d'Émilie Grisé, saisir en quoi l'espace de l'école catholique, dont on nous rappelle souvent qu'il est désormais uniquement un recours pour des parents qui souhaitent éviter la carte scolaire et qu'il n'a plus grand-chose de religieux, eh bien, en fait, c'est un aspect central, la pastorale, dans les statuts même de l'enseignement catholique. Et c'est un aspect qui s'est renforcé sur les 10 dernières années. La mission d'évangélisation est perçue comme une mission essentielle de cet enseignement catholique. Et Émilie Grisé nous montre que, de fait, y compris lorsque c'est dans des établissements qui sont socialement et religieusement mixtes, il y a un apprentissage de valeurs, de savoir, de savoir-être, de savoir-faire par les élèves. Y compris pour les élèves qui ne sont pas de confession catholique, la pastorale prend la forme d'une mission moralisatrice qui a moins pour but d'évangéliser que d'apprendre aux enfants ce qui est le bon rapport à la religion et aux autres religions, et en particulier à la religion catholique, évidemment.
Le deuxième aspect qui m'a beaucoup intéressée, qui faisait écho à mes travaux, c'était celui de l'articulation entre socialisation religieuse et socialisation minoritaire. Donc chez moi, dans mes travaux, il y a un lien très fort entre la socialisation religieuse et la socialisation minoritaire, puisque les croyants et les croyantes musulmanes se situent à l'intersection de plusieurs dominations, des rapports sociaux de classe, de race, de genre, qui sont liés à des inégalités territoriales, sociales, etc. Donc on a une socialisation religieuse qui est contrainte, et elle peut même être perçue comme étant en contradiction avec d'autres instances de socialisation, comme la socialisation scolaire. Donc moi, dans les écoles où je suis allée, il y avait l'idée de produire une institution qui créerait de la continuité, de la cohérence entre la maison, l'école et la mosquée, et qui faisait écho en fait à l'expérience de ces parents d'élèves qui eux-mêmes, quand ils étaient enfants, ils avaient eu ce déchirement identitaire. Annie Ernaux, elle dit qu'elle avait le cul entre deux chaises quand elle était à l'école libre et qu'elle revenait au café-épicerie. Eh bien, de la même manière, les parents d'élèves que j'ai rencontrés, eux, ils avaient l'impression d'être des passeurs en permanence entre la maison où on parlait berbère ou arabe, où la religion occupait une place centrale, et l'école. Et leur vécu d'enfants d'immigrés les a poussés à refuser que leurs enfants, qui sont pourtant la deuxième ou la troisième génération après l'immigration, subissent eux aussi la minoration, qui se traduit désormais par une insistance sur la laïcité scolaire, comprise comme un rejet de l'identité religieuse de leurs enfants. Et donc, dans le dossier, on retrouve cette question de la minoration en filigrane. Donc, par exemple, chez Émilie Griset, c'était hyper intéressant de noter à quel point les athées, les élèves athées, arrivent beaucoup mieux à critiquer le catéchisme que les élèves musulmans qui font un peu profil bas. Ils ne veulent pas être trop critiques de l'enseignement religieux. Et chez Nawel Yacoub, par exemple, on voit bien que les convertis à l'islam mettent en œuvre une politique de respectabilité. Donc, à la fois, quand ils sont dans l'espace public, il y a l'idée de présenter le meilleur visage possible pour ne surtout pas donner prise aux stéréotypes islamophobes, mais aussi en interne, avec l'idée qu'ils vont éduquer leurs semblables, leurs co-religionnaires qui ont une mauvaise compréhension de l'islam, en fait, donc des jeunes femmes blanches qui jugent la religiosité de leur belle famille d'origine immigrée comme une religiosité blédarde, trop empreinte de coutumes nationales. Ou encore chez Anna Bérard, où les trajectoires d'ascension sociale se font au prix d'une silenciation sur les pratiques magico-religieuses dont on craint qu'elles exposent à la stigmatisation auprès des autres diplômés ou des collègues de travail. Et à l'inverse, une fois qu'ils sont diplômés, ces jeunes issus de milieux populaires, ils s'engagent dans un processus de socialisation inversé, c'est-à-dire qu'ils cherchent à faire évoluer leurs propres parents sur la compréhension de leurs pratiques magico-religieuses. Bon, comme j'arrive déjà à la fin du temps, je dirais que j'ai un peu regretté effectivement dans le dossier qu'il n'y ait pas d'article qui porte sur les mondes juifs, puisque c'est aussi, on sait, dans les familles juives, il y a une transmission très importante et ils considèrent la reproduction est importante et la religion est considérée comme importante, avec aussi certainement des articulations différentes entre ce que ça veut dire d'être juif en tant que religion et des aspects liés à la culture, à l'histoire et aussi à l'expérience de la minoration. Et dans mon propre champ de recherche sur l'enseignement confessionnel, par exemple, je regrette aussi cette absence. En fait, on a assez peu de choses sur l'enseignement juif, alors que c'est un enseignement qui connaît une forte croissance à l'heure actuelle, évidemment, comme à chaque moment de poussée de violence antisémite dans le reste de la société. Voilà, pardon d'avoir dépassé d'1 minute. Merci. Merci beaucoup. Emmanuel, je te laisse maintenant la parole. Merci bien. Bonjour à tout le monde. Merci donc de m'avoir donné l'occasion de lire ce dossier et de découvrir toutes ces recherches. Donc je n'en dis pas plus, Marion l'a rappelé, Diane vient de le faire. Mais à la différence de Diane, je dois dire que je ne suis pas une spécialiste des questions relatives à la religion. Donc c'est d'un autre point de vue, plus extérieur, dont je vais vous parler. Alors moi, j'avais prévu d'organiser mon propos en 3 temps. Tout d'abord, donc j'avais prévu, je pensais que les auteurs, autrices seraient peut-être là, donc j'avais lu en ayant en tête. Ça a évidemment suscité tout un tas de questions, donc j'en avais gardé au moins une pour chacun. Je vais peut-être quand même les aborder parce que je pense que ça peut être une manière de dévoiler une partie de l'article et peut-être de vous donner envie de les lire.
Le deuxième temps, donc beaucoup plus conséquent, sera sur des points de discussion transversaux, c'est-à-dire une fois lus, quels sont, j'ai distingué 3 points qui me paraissent se retrouver dans les articles et sur lesquels il me semble, en tant que sociologue, on doit s'arrêter. Et puis enfin, comme l'a fait Vulka et Marion à la fin de leur introduction, évoquer des pistes, des prolongements possibles, parce que ce dossier, on l'a dit, est très riche, et donc ça ouvre comme ça tout un tas ça ouvre sur tout un tas de questions, d'envie, de connaissances, de continuer à creuser ce domaine. Alors, très vite, donc sur et en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, comme Diane a évoqué à travers son propos les différents textes, ça a permis de rendre certains aspects un peu plus clair. Sur la question de la socialisation religieuse dans les écoles primaires catholiques, moi là c'était plutôt une question de méthode. Je trouve que le terrain était remarquable. Il y a eu un très grand nombre d'entretiens, je n'ai plus en tête le nom, mais c'est vraiment un gros travail de terrain qui a été fait par des observations, des entretiens très nombreux. Et la question que je me posais, c'était en quoi cette double approche a permis de particulièrement... J'imagine que cette double approche a été donc très riche, a permis de valider, peut-être de redoubler l'analyse. Et à l'inverse, je me demandais si parfois ça ne permettait pas de la nuance, de voir la complexité, voire de la contradiction. Parce qu'on saisit bien le gradient entre les différents types d'écoles décrites. Mais est-ce aussi linéaire? Voilà, c'était plutôt sur un aspect méthodologique que j'aurais souhaité aborder. Sur la question des jeunes convertis à l'islam et cette quête de respectabilité, on voit bien comment ce parcours de conversion traite de cette quête et de voir comment elle se décline différemment pour les hommes et les femmes. Pour les premiers, ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Yael, c'était une forme de réhabilitation. Tandis que pour les femmes, c'est plutôt l'idée de promouvoir le rôle de mère, d'épouse, de valoriser une forme de féminité qui de fait les éloigne du marché du travail. Et je me demandais pourquoi, pour les hommes aussi, cela n'avait pas cet effet de les marginaliser. Parce que pour les femmes, on comprend que ça vient du fait du port du voile, mais pour les hommes, il y a aussi des attributs extérieurs. Et pourquoi ça a un effet différencié entre les deux sexes? Sur la question de la spiritualité comme une affaire de famille, là aussi j'étais très intéressée et je me demandais pourquoi employer la notion de spiritualité pour désigner des pratiques qui, par moments, sont des pratiques de santé alternative. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des pratiques de santé alternative dans ce qu'elle mentionne. Alors, ce n'est pas du tout pour le contester. J'y reviendrai d'ailleurs plus loin. C'était plutôt pour essayer de comprendre ce que la personne a en tête, parce que je trouve, et c'est la raison pour laquelle j'ai pointé ce point plus loin, que ça ouvre là aussi des réflexions tout à fait intéressantes sur une autre manière d'appréhender, d'approcher le monde. Sur la question de la morale sexuelle, je me demandais, au regard des autres religions, s'il y avait une spécificité dans le cas de cette population de croyants évangéliques. Parce que pour avoir travaillé un peu sur la population des descendants d'immigration maghrébine en France, donc de confession musulmane, finalement, je trouvais quand même beaucoup de points communs. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité ? Et concernant le dernier texte sur l'encyclique Laudato Si, je me demandais si c'était une population qui devenait militante, qui devenait plus militante ensuite, ou est-ce qu'elle l'était déjà et que la question écologique procure une légitimité supplémentaire. C'était un peu la question de l'entrecroisement de cette dimension justement religieuse et écologique qui est au cœur du papier, mais pour moi c'est vrai que ça m'aurait intéressé d'avoir une discussion sur ce point. Alors sur les points de discussion transversaux, à partir de ma lecture évidemment très subjective du dossier, tout d'abord je voudrais signaler la question des parcours. Cette question des parcours est présente dans plusieurs des papiers. Elle permet de mettre l'accent sur les conditions de socialisation, ce terme a été employé déjà plusieurs fois, c'est-à-dire ce qui se transmet, s'inculque, mais aussi de quelle manière les héritages, de quelle manière les transmissions vont être réappropriés, réinterprétés ou rejetés parfois. Car en effet, la socialisation n'est jamais un processus linéaire.
Au contraire, les papiers insistent généralement sur sa dimension processuelle, sur une socialisation en train de se faire, une socialisation par frottement, qui implique donc d'adopter cette démarche, qui implique généralement d'adopter donc une démarche biographique. Alors je partage totalement cette approche méthodologique que je trouve particulièrement heuristique. En tout cas pour moi, elle est centrale dans mes travaux. Et à travers ce que j'appelle l'analyse des parcours, il me semble qu'on peut saisir justement une double articulation entre des dynamiques temporelles et des logiques d'interdépendance, et que c'est au regard c'est à ce croisement que l'on peut comprendre les faits sociaux que l'on étudie. En tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer dans un de mes articles. Donc ce concept de socialisation me paraît particulièrement adapté, mais il gagnerait, me semble-t-il, en tout cas pour moi, dans mon approche, à être mobilisé dans une perspective plus interactionniste, telle que l'a par exemple théorisé Claire Bidard. En effet, dans son travail, cette notion est définie dans une acception qui donne toute sa place à l'entourage, ce qui me semble-t-il, qui dans le cas de la religion ferait tout à fait sens. Puisqu'on peut le constater dans les différents papiers, les pairs, l'entourage, le contexte sont souvent cités comme ayant eu une incidence dans la conversion, dans le maintien de la religion ou dans le déplacement de l'engagement. Et donc, si on prend au sérieux cette dimension plus interactionniste qui mobilise l'entourage, le contexte, comment tout ça intervient dans le parcours de ces personnes, il me semble que ça permet d'articuler deux dimensions de la socialisation. D'une part, la dimension verticale, la religion qui s'impose d'en haut, en raison des magistères, de l'institution, plus largement de la culture d'une société, mais aussi la dimension horizontale qui, elle, entend souligner l'importance de cette approche processuelle des phénomènes au cours desquels les interactions jouent un rôle crucial. Et donc cette perspective interactionniste qui est celle de Bidard, qui est également la mienne, plus que celle de Muriel Darmon, qui est pourtant le plus souvent citée par rapport dans ses articles, en tout cas par rapport à la question de la socialisation, il me semble que cette action de la socialisation horizontale permet d'insister sur sa dimension circulaire. L'individu peut être à la fois passif face à des transmissions, face à une inculcation qui s'impose à lui, mais aussi actif parce qu'il vit justement en interaction dans un environnement avec un entourage, des pairs, qui lui permet de s'affranchir de certaines contraintes, de rejeter des normes ou d'en adopter de nouvelles. Donc il me semble tout ça pour dire que cette dimension interactionnelle pourrait être un peu plus assumée, puisqu'en tout cas, voilà, il me semble que dans d'autres travaux, elle a démontré toute sa valeur heuristique. L'autre point, transversal à plusieurs des papiers, c'est la question du genre. Cette question est présente dans quasiment tous les papiers, ce qui permet de voir qu'on assiste plutôt à une reproduction des mécanismes de domination, des inégalités dans la sphère de l'intime, qu'il s'agisse par exemple des convertis ou des évangéliques. À propos de la pureté sexuelle, on en a parlé. Et donc cela m'amène à une question assez naïve. Alors peut-être que justement, voilà, vous avez dû faire un choix, il y a un certain nombre de papiers qui ont été retenus, peut-être que d'autres auraient pu aller sur d'autres terrains, mais en tout cas ça m'amène à la question sur la religion n'est-elle jamais émancipatrice pour les femmes ? Comment conjuguer religion et féminisme ? Alors je sais que Marion avait coordonné l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être déjà, l'année dernière, une journée d'études sur cette question. Alors ça peut paraître un peu provocateur, mais en tout cas je pense que c'est important de décrypter ces situations sur les conditions d'émergence des luttes féministes dans le monde des croyants et ou des pratiquants. Pratiquantes aussi. L'autre aspect sur la question du renouveau des marqueurs sociaux, je l'ai intitulé comme ça, ce point, c'est peut-être pas... Alors bien entendu, les CSP sont toujours opérantes, comme l'écrivent Marion et Vulka en introduction. Les formes de religiosité ne sont jamais indépendantes de la position des croyants et des croyantes dans les rapports de genre, de classe ou ethno-raciaux. Mais en tout cas, les lectures de ces textes, et notamment celui sur la spiritualité, m'a fait penser que peut-être il serait à un moment donné, en tant que sociologue, intéressant de se poser la question sur d'autres catégories de classement, de hiérarchisation. Par exemple, dans le monde du travail, on a introduit de la nuance à propos des CSP en intégrant la question de la précarité, par exemple. Dans un autre domaine, il me semble que la question de la spiritualité pourrait être aussi un marqueur supplémentaire qui apporterait de la nuance dans un monde devenu de plus en plus complexe.
Alors évidemment, j'ai aucune proposition là à vous faire concrète. Et j'ai bien conscience de la difficulté, de comment on pourrait identifier. Tout ça est extrêmement flou. Mais en tout cas, ce papier sur les pratiques de santé alternatives le montre. Des personnes ont une autre perception du monde que le monde rationnel, qui l'appréhendent en termes d'énergie, qui peuvent remettre en question la scission nature-culture, corps-esprit, qui considèrent valides les interdépendances entre les différents mondes du vivant et du non-vivant. En d'autres termes, qui pensent à notre rapport au monde, qui s'éloigne un peu d'un certain positivisme. En tout cas, voilà, je trouve que pour moi, en tout cas, ça a ouvert tout ce champ de réflexion. Troisième temps, dans les 4 minutes qui me restent, c'est les questions, les prolongements possibles auxquels ce numéro, me semble-t-il, invite, en tout cas, encore une fois, à partir de ma lecture très subjective de ces textes. Alors à propos d'immigration, je crois que ça a été évoqué, et de l'expérience de la minoration religieuse et raciale, il pourrait y avoir la question du départ, le fait de quitter la France pour pouvoir vivre sa religion, que ce soit dans le pays d'origine des parents ou dans un pays musulman. En tout cas, moi, c'est des choses que j'ai retrouvées sur mes précédents terrains. Parce que face à la difficulté pour certains et certaines pratiquants de pouvoir pratiquer leur religion et surtout de le faire en étant reconnus, respectés, sans craindre d'être stigmatisé, voire pire, d'être brutalisé pour ses croyances, on peut donc observer cette tentation du départ, voire la réalisation de ce départ. Et en plus des musulmanes, je pense que cela concerne aussi la population de confession juive. Et donc, vraiment, je pense qu'il y aurait des choses à enquêter de ce côté-là. Alors, la religion peut être indiquée comme étant la principale raison invoquée, mais est-elle la seule ? De quelle manière la motivation religieuse se croise l'aspiration à la mobilité sociale, par exemple. Moi, typiquement, c'est des choses que j'ai pu observer. Qu'est-ce que cela dit de la difficulté d'une société comme la nôtre, sécularisée, de faire avec le religieux, de composer avec des populations croyantes et qui l'affirment? Qu'est-ce que cela pose comme question, comme limite à et dans une société multiculturelle? Comment maintenir les conditions du vivre ensemble? Comment les jeunes générations peuvent-elles trouver leur place? Autre prolongement possible, c'est sur la question de l'engagement militant. En dehors du dernier texte de ce dossier, cette question n'a pas été véritablement traitée. Or, elle a été mentionnée, cet engagement militant a été mentionné en introduction. Et de fait, je trouve qu'il serait intéressant d'étudier les effets de l'engagement associatif, politique, notamment ceux qui ont eu lieu lors de la mobilisation de la Manif pour tous, soit en tant qu'enfants de parents très impliqués, ou en tant que jeunes qui ont milité pour cette cause. Que produit un mouvement tel que celui-ci, un moment de fort rassemblement, d'affirmation identitaire? Est-ce que cela peut demeurer sans effet? Sinon, quelles en sont les ramifications sociales? Peut-être aussi, avons-nous pu à cette occasion observer des convergences entre croyants catholiques et musulmans? Est-ce que cela a perduré dans des associations? Dans quel mouvement? Et dans le contexte actuel de montée, je ne sais plus trop encore comment le qualifier, quelle place joue la religion? Est-ce que cela peut être un vecteur de rassemblement des jeunes, se retrouver derrière une conception du monde? Et les résultats décrits dans le premier article de ce numéro, qui est hors dossier, mais qui fait partie de ce numéro, montrent que, me semble-t-il, ça serait très éclairant de prendre toutes ces questions très au sérieux. Enfin, sur le rôle et la place des réseaux sociaux. Alors cette question est abordée à propos, la place des réseaux sociaux est abordée dans plusieurs articles, notamment à propos de la socialisation évangélique et des convertis musulmans, et elle me semble en effet primordiale. Alors là, je dois confesser que je n'y connais rien, pas simplement en sociologie du numérique, mais plus largement en termes de réseaux sociaux. Donc peut-être que beaucoup de gens font tout ce travail-là, mais je m'étais déjà fait cette réflexion et la lecture de ce numéro m'a vraiment rappelé cet élément. Il me semble que l'on minore encore aujourd'hui l'effet socialisateur des contenus sur Internet. Or, quelles que soient nos recherches, alors je sais que certains le font, je pensais à ton travail, Yael, sur la sexualité des jeunes et Internet, mais la discussion qu'on a eue tout à l'heure m'a montré que tu le fais également à propos d'autres terrains. Mais je pense que voilà, qu'à chaque fois qu'on mène une enquête, en plus de ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire réaliser des entretiens, faire ou des questionnaires ou de l'observation, on devrait en parallèle mener une enquête sur ce qui se passe sur le net, dans le domaine en question, car il devient une des instances de socialisation.
Dans un article de l'hebdomadaire Le 1, Naomi Klein évoque l'impact délétère des réseaux sociaux sur notre capacité d'action collective. Elle montre en quoi c'est notre capacité à construire un dialogue, à débattre qui est en jeu, car tout un chacun peut avoir tendance à se replier sur sa communauté, qui est donc alimentée par les réseaux sociaux, ou qui se construit à travers les réseaux sociaux, chacune promouvant donc son récit, sa réalité. Et donc, me semble-t-il, sans investigation plus systématique des réseaux sociaux, on ne peut pas percevoir ces réalités parallèles et leurs effets dans tous les domaines de la vie sociale. Or, il s'agit là d'un enjeu de taille. Évidemment, c'est un euphémisme concernant les jeunes générations. Merci beaucoup Emmanuel. Et puis, sans plus attendre, je vais laisser la parole maintenant à Livia Gillet. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée à participer à cette conférence. Moi, je ne suis pas chercheuse. J'ai été formée en sociologie, mais je n'ai pas continué dans le milieu de la recherche. Donc, déjà, bravo à vous toutes et tous, même si là, nous ne sommes que des femmes ici. Je suis chargée de développement du projet jeunesse au Centre social Bonnefoy. Alors, je l'étais, je suis désormais coordinatrice de ce projet. C'est juste le terme qui change, sinon je fais exactement le même travail. Moi, je vais d'abord recontextualiser qui je suis, où est mon travail, quel public je fréquente. Ensuite, comment les sciences sociales et cette revue particulièrement résonnent avec ce qu'on vit au quotidien sur le terrain. Et puis, je vais vous illustrer aussi ça de petits exemples d'activités, d'ateliers qu'on fait avec les jeunes. Sur un sujet qui est quand même vachement touchy dans l'éducation populaire, parce que la religion, ça fait peur. Je vais revenir là-dessus. Donc, moi, je travaille au Centre social Bonnefoy, qui est situé, pour ceux qui connaissent, à côté du métro La Guillotière, au nord du métro La Guillotière, dans le quartier donc, qui porte le même nom, enfin communément, parce que les habitants historiques ne sont pas du même avis. On est situé vers la rue Paul Bert, c'est un quartier qui est en QPV, donc quartier avec un taux de pauvreté et de multiples précarités très présentes, mais également quartier en phase de gentrification, donc avec des publics très différents, notamment des classes sociales très différentes qui se côtoient. On est dans la partie de la Guillotière qui est appelée le quartier arabe, quartier méditerranéen. Au quotidien, je côtoie majoritairement des jeunes issus de familles musulmanes qui se disent eux-mêmes musulmans et qui sont issus d'un parcours migratoire plus ou moins récent. Mais c'est souvent des enfants de la première génération d'immigrés, voire ils ont grandi, ils sont nés à l'étranger, ils sont arrivés en France. Pour recontextualiser également comment je travaille, donc je suis coordinatrice d'un secteur jeune, mais je suis également l'animatrice. En fait, je suis toute seule sur ce pôle jeunesse. Donc, j'ai la chance en fait de mener les projets et de les appliquer. Enfin, je vois tout le déroulement. Donc, c'est assez riche du coup comme pratique professionnelle. Et notre secteur jeune ne fonctionne pas en accueil de loisirs classiques, c'est-à-dire avec des inscriptions à la semaine ou à l'année. On est sur un accueil très libre. Les jeunes viennent sans inscription, c'est gratuit. Et suite à un diagnostic du territoire qui a été effectué avant le lancement de ce projet, parce que c'est un projet tout neuf, il a été décidé 2 grands axes de travail autour de ce projet jeunesse. Donc le premier, c'est autour de la compréhension de son identité et du quartier. Donc ayant une formation sociologique, c'est forcément avec une coloration sociologique que ces axes-là se développent. Et le deuxième axe, c'est autour du devenir citoyen et de s'engager. Comme on s'engage dans une société où justement on est minoré. Donc, quand je développe des ateliers et des actions auprès des jeunes, c'est tout le temps dans ces axes-là. Il peut y avoir de manière plus temporelle ou ponctuelle des événements de loisirs purs, mais c'est toujours, en grande majorité, sur ces axes-là. Donc, quand les jeunes viennent au centre, ils savent qu'ils viennent pour discuter, pour débattre, pour se creuser la tête. Voilà. Et moi, j'ai conscience que je leur demande un grand effort alors qu'ils ont déjà leur journée de cours et quand ils arrivent au centre, ils n'ont pas forcément envie de parler. Mais on arrive à rendre ça fun.
Oui, ici, en termes d'âge aussi, les jeunes qui viennent au centre, ils se composent, on va dire, en 2 groupes assez distincts. Il y a un premier groupe de jeunes filles qui ont entre 12 et 15 ans, donc qui sont collégiennes. Et un deuxième groupe un peu moins important, mais de jeunes hommes qui ont entre 17 et 19 ans et qui, eux, sont dans un parcours d'alternance, donc ils travaillent. Donc ils sont aussi là de manière plus ponctuelle parce que ils n'ont pas le temps en fait, de venir au centre social. Oui, ils sont tous alternants, sauf un qui travaille. Enfin, voilà. Mais ils ne sont pas étudiants, en tout cas. Ni lycéens, ni étudiants. Oui, aussi important, en termes de classe sociale, ce ne sont pas des jeunes qui sont issus de la catégorie des gentrifieurs. Ce sont des jeunes issus de classes populaires qui viennent. On n'arrive pas à toucher l'autre public qui est là dans le quartier. Mais ça se fera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sur déjà le lien entre mon travail et les sciences sociales, c'est une manière... ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans notre quartier, mais aussi d'une manière plus générale. Et donc de sortir la tête de l'eau, de sortir de cette sensation où on se sent seul, où on a l'impression qu'il n'y a que nous qui vivons ça. Ça permet vraiment de se pas de côté. Et puis comprendre le monde, c'est ce qui permet ensuite d'agir, de faire déjà des choix sur ce sur quoi on veut agir. Ça, c'est pas moi qui fais ce choix-là, parce que c'est un choix politique, à partir d'un constat sociologique, de faire le choix d'agir dessus ou pas. Mais moi, j'arrive au bout de cette chaîne et j'applique la politique de ma structure, la politique que la gouvernance de ma structure a choisie, et je la mets en place. Et ce qui est chouette, c'est qu'ensuite on fait une boucle, parce qu'on a des chercheurs en sciences sociales qui viennent nous trouver pour demander comment comment ça marche sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait. On reçoit des étudiants qui viennent nous interroger sur notre expertise. Et donc, voilà, on fait cette boucle entre les sciences sociales et le terrain. Plus particulièrement dans le numéro de cette revue, donc sur les religions, moi déjà quand on m'a proposé de participer, je savais pas vraiment par quel bout le prendre, et j'en ai parlé directement aux jeunes que je côtoie en leur disant que voilà, j'étais invitée à parler de jeunesse et religion. Et j'ai eu une réflexion qui m'a un peu perturbée. J'ai une jeune qui m'a dit mais de toute façon ici c'est pas laïque, en parlant du centre social. Et sa copine qui lui dit mais non mais si en fait c'est laïque comme au collège, mais pas vraiment, parce qu'au collège on n'a pas le droit de parler de religion. Ici on peut en parler, mais en fait on s'en fout, donc on n'en parle pas quoi. Mais si, mais c'est quand même laïque. Et donc je me suis rendu compte que la question de la religion, elle est ultra imbriquée dans celle de la laïcité, en tout cas pour les jeunes que je côtoie. Et également dans la question de la discrimination, parce que les fois, les ateliers qu'on a créés autour de la laïcité, en fait, ce qui en ressort, c'est un très fort sentiment de discrimination. Donc c'est ce que Diane pouvait parler. C'est des jeunes qui vont vivre la laïcité, la pratique de la laïcité comme une pratique qui cherche à les invisibiliser, parce que la manière dont ils côtoient la laïcité, c'est par le biais de l'école. Et donc, c'est notamment les jeunes filles qui sont voilées qui vont avoir la sensation qu'on leur empêche de vivre leur religion, et donc qui ont une vision très négative de ce qu'est la laïcité. C'est là où mon travail intervient, c'est déjà d'accueillir ce ressenti-là, parce qu'en fait, il part pas de nulle part, et on peut pas juste leur dire non, mais... t'as rien compris en fait. Moi je dois accueillir et dire ok, mais viens, on va aller plus loin et on va essayer de comprendre c'est quoi la laïcité, d'où ça vient, et on fait un pas de côté en parlant de l'histoire des religions. Donc là encore une fois on se sert des sciences humaines et sociales, on part de données très précises, de dates, pour sortir en fait de cet émotionnel là qui existe, mais on souffle, on fait un pas de côté et on réfléchit ensemble. Et ça, c'est avec un jeu, par exemple, de la timeline des religions, où on s'amuse à replacer dans l'histoire quelle religion dans le monde est apparue quand, les événements qu'il y a dans les textes religieux, voilà. Et là-dedans, ensuite, on place les dates sur la laïcité en France, la séparation de l'Église et de l'État,
l'interdiction des signaux religieux à l'école, pour qu'en fait ça s'inscrive dans un processus aussi où les jeunes peuvent comprendre comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé là, cette question de laïcité, et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas ensuite avec ces lois-là? On en parle, pas de souci, on en débat, mais déjà qu'il y ait des données très précises et qu'ils sachent de quoi ils parlent et d'où viennent leurs émotions. La deuxième chose qui ressort énormément par rapport à la religion, c'est qu'elle apparaît, donc en plus de ce sentiment vis-à-vis de la laïcité, la religion c'est l'interdit. Chaque fois qu'elle est évoquée au centre social, c'est vis-à-vis des règles. On n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas, ça c'est interdit. Notamment autour de l'homosexualité et de la sexualité de façon générale. Pour travailler un peu ça, justement, aller plus loin que on n'a pas le droit, j'ai utilisé la série Scam. Pour ceux qui connaissent, c'est une série qui parle de lycéens et chaque saison aborde une thématique en particulier. Et la saison 4, elle parle d'une jeune femme qui est musulmane, qui est voilée et qui tombe amoureuse. Et donc ça permet d'aborder la religion, la jeunesse, et l'amour, donc c'était super et donc on a regardé ces épisodes-là et tout au long des épisodes, ce qui revient c'est mais pourquoi elle danse comme ça alors qu'elle est voilée, en plus elle porte le voile en turban, c'est pas légiféré, enfin voilà, c'était tout ça et voilà, il s'exprimait beaucoup pendant les épisodes, donc moi ce que je fais pendant ce temps-là, j'écris tout ce qu'il raconte, je note pour que une fois que l'épisode s'arrête, on en discute. Parce que je veux pas qu'on s'arrête juste à, voilà, encore une fois, là je pense que ma formation en sociologie m'a beaucoup aidée, c'est d'écouter et ensuite de poser des questions de pourquoi. Mais pourquoi, enfin tu peux aller plus loin dans ta pensée, pourquoi. Voilà. Et elles, du coup, ça les oblige à réfléchir à c'est quoi en fait cette règle, pourquoi je me l'impose, pourquoi je l'impose aux autres. Et en fait, moi, mon travail s'arrête là. C'est de déjà les interroger et qu'elles conscientisent ce qui se passe en elles. Et justement, ce qu'elles reproduisent comme norme. Donc c'est là où la revue a fait écho sur le fait que les religions, c'est aussi un processus d'incorporation de la norme et l'âge à laquelle les jeunes que je côtoie sont, c'est vraiment l'âge où cette norme, elle est très présente et ils sont en train de la réinterroger aussi. Là où on voit là où je le sens qu'il la réinterroge, c'est toujours par rapport à cette série-là. Je vous spoil la fin, désolée, mais Iman, donc le personnage principal, finit par embrasser ce jeune garçon qui n'est pas musulman. Et alors que ça avait fait tout le long des réflexions de « Oh là là, mais mon Dieu, elle pourra jamais être avec lui parce qu'il n'est pas musulman, c'est horrible pour elle, mais bon, il faut qu'elle trouve quelqu'un d'autre. » Et ben le dernier épisode, c'était des cris de joie que Iman puisse embrasser ce garçon et que finalement ils finissent ensemble. Et donc en fait sur une toute petite interaction comme ça de bonheur, c'est aussi justement une réinterrogation des normes que elles-mêmes se mettent, des règles qu'elles se mettent, de l'autocontrôle et de l'intercontrôle qu'elles ont les unes avec les autres. Et c'est chouette de réinterroger ça aussi avec elles. Donc moi, en fait, mon travail en lien avec les sciences sociales, c'est ce travail d'émancipation aussi, où on se sert de données scientifiques, on se sert des études on a la chance qu'elles existent, c'est merveilleux, et de pouvoir leur montrer, en fait, de faire confiance aussi aux jeunes dans leur capacité à comprendre les sciences sociales. J'essaye de faire un travail de vulgarisation, mais parfois, il n'y a même pas besoin, et notamment sur des revues comme celle-ci où c'est ultra accessible, c'est des articles que les jeunes peuvent lire, où on leur donne des extraits et faire réagir dessus, et ça fonctionne très très bien.
Et puis, de manière générale, en fait, la religion, c'est un sujet qui fait peur parce que qu'a cristallisé beaucoup de polémiques, enfin qui cristallise beaucoup de polémiques, et notamment quand ça touche l'islam. Mais quand on le prend justement de manière très, en fait, avec le pas de côté que la sociologie permet, et ça fait tout de suite moins peur. On se rend compte qu'en fait, on peut en parler et qu'il n'y a pas... ça ne va pas mener à des effusions de sang. Voilà. Et juste, je rajoute pour finir la question sur les rapports de domination et la religion et les idéologies politiques. On essaye aussi de le travailler avec des outils qui mettent en lien ces deux sujets-là. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais voilà, c'est jamais sans accuser quoi que ce soit, mais en faisant un pas de côté, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ce pas de côté, Livia, mais en même temps qui est pas du tout à côté. Et pour ton expérience, merci à chacune et merci à Vulka pour toutes ces présentations. On va passer maintenant à des questions, réactions, besoin d'éclaircissement, poursuite de discussion. C'est voilà, à vous de. Bon, je vous redemande de vous présenter très succinctement au départ, s'il vous plaît. J'ouvre le bal, bonjour mesdames, bonjour Vulka. Je suis prêtre, donc je m'appelle le père Étienne Roche, j'ai 38 ans, ça fait depuis 2018 que je suis prêtre et je suis en ce moment responsable, prêtre référent l'aumônier pour le diocèse, donc c'est ce qui correspond à un peu plus large que le département du Rhône parce que ça va jusqu'à Roanne, ça descend jusqu'à Charlieu, pour la question des 18-30 ans. Et donc j'accompagne les différentes réalités catholique, on va dire, en interaction avec d'autres groupes. Voilà. Merci. En tout cas, c'est plusieurs prêtres qui m'ont fait passer sur votre conférence et j'étais très heureux d'y participer, d'entendre vos réflexions. Et très heureux qu'il y ait enfin, effectivement, un espace social public dans lequel on peut faire mention du fait religieux chez les jeunes. Parce moi, j'ai tellement eu l'impression qu'on reléguait justement la foi sur une sphère privée en disant ça c'est ton problème et en fait on ne peut rien faire. Je suis très marqué aussi par l'ignorance de la laïcité, de ce que ça veut dire que la laïcité. En fait, la garantie par l'État de pouvoir un juste exercice de la religion dans des normes que les religions doivent aussi respecter. C'est effectivement pas l'absence de religion dans les sphères publiques et comment on interagit, comment on fait faire le vivre ensemble et tout ça, c'est aussi des questions qu'on travaille chez nous. Je voudrais mentionner un fait qui n'est pas apparu sur la question catholique alors qu'elle concerne beaucoup les jeunes en ce moment. C'est ce qu'on appelle les catéchumènes, donc les jeunes qui s'approchent de la foi catholique. Je parle de cette base-là parce que je connais peu les autres de ce qui se passe, les autres mouvements. On est tellement étonnés chez nous-mêmes parce que ça dépend pas de nous, parce que ça vient bousculer toutes les catégories sociales de jeunes qui s'approchent de la foi catholique aujourd'hui. Ils sont extrêmement nombreux et qui viennent pas du tout du milieu CSP plus bourgeois, catho depuis toujours. Les catho-bélix, on les appelle chez nous. C'est ceux qui sont tombés dans la marmite catho depuis qu'ils sont petits. C'est mon cas. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et c'est des pages vierges. Ils s'intéressent à tout. Leur famille n'a aucun attache. Parfois, sont même hostiles à la foi. Et ils ont un chemin personnel qui... Bien sûr qu'il y a des enjeux de sociabilisation, d'interaction, de ce que vous avez très bien décrit, mais qui peut être aussi d'un autre ordre. Et c'est peut-être une des questions, et je vais y venir, que je vous pose, c'est quelle place pour une anthropologie, je dirais, donc c'est plus tout à fait la question sociale, mais de quelque chose qui nous dépasse. Est-ce que le fait religieux est juste une construction mentale? Je provoque un peu, hein, vous n'en êtes pas tout à fait là, mais en fait, quelle place pour quelque chose qui nous dépasse et où du coup, forcément, la réflexion, la recherche religieuse va impacter des jeunes où précisément la société matérialiste les a asséchés et où du coup, s'il y a une dimension peut-être anthropologique d'une recherche de plus grand que soi, oui, il y a quelque chose qui, de manière étonnante, dans une société qui se sécularise, émerge.
Parce que chez nous, les cathos, on dit très clairement qu'on est en train de vivre un phénomène de minorisation. C'est le cas aussi dans certains lieux. J'ai des jeunes des cités qui me disent c'est dur d'être catho aujourd'hui. Parce que tout le monde fait le ramadan, parce que tout le monde... ils ont une pression sociale forte du côté de l'islam. Donc la minorisation est effectivement parfois pas toujours là, on l'attend. Et la question que j'avais préparée aussi pour vous, je suis un peu long, pardon, c'est est-ce que la sociologie a elle-même conscience des dogmes qui pourraient la traverser? Parce que, je pense pas qu'elle en soit exempte. Et c'est pas un problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas de tâche aveugle à ce niveau-là? J'ai été marqué notamment par la question de la frontière, la question de la norme. Pour une part, la question de la hiérarchisation. On a l'impression qu'on est dans du péché social. Vous voyez ce que je veux dire? La manière dont vous en avez parlé, en tout cas, moi, je l'ai reçu en mode, tiens, je suis en train d'assister à je vais te provoquer un petit peu, un cours de caté, de sociabilisation, quoi. Et on me dit, ça c'est bien, ça c'est moins bien quand même. C'était plus fin que ça, ce que vous avez dit. Mais je pose un peu la question parce que la religion est un processus d'incorporation de la norme. Notre dernière intervenante qui a dit ça. Pourquoi pas, en fait, en vrai? Est-ce que c'est gênant? Ou justement la question de la religion a un effet sur l'agir, en fait c'est le but même de la foi, c'est que ma foi va toucher mon agir. Et donc je suis moi-même très sensible à la question de la frontière. Tout groupe social a une frontière, sinon c'est pas un groupe. Il y a bien dans un groupe un dedans et un dehors. Comment on travaille les allers-retours entre ce dedans et ce dehors pour que ce groupe vive soit un groupe aéré ou au contraire il est tellement clos que tout est pourri à l'intérieur et qu'il n'y a qu'une façade, et ça quel que soit le groupe. Voilà. On parlait de la manif pour tous, pourquoi pas, mais est-ce qu'on parle de la réforme des retraites et d'une certaine forme de lavage de cerveau aussi qui peut se passer exactement de la même manière? Ou est-ce qu'on parle juste de ce phénomène catho étonnant, nanana, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ramasser ma question, est-ce que vous êtes vous-même conscient de ces tâches aveugles qui peuvent habiter votre recherche? Et est-ce que vous avez l'occasion, du coup, de vous-même vous immerger, je suis un peu ému, je pense, dans les logiques internes des religions? La logique du lien entre le corps et l'esprit, mais c'est chez les cathos qu'on la trouve d'abord. Alors, c'est des très mauvais exemples. Mais toute la foi catho s'articule entre un Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, qui s'est articulé. Et c'est le mystère le plus fou de la foi catholique, d'un pur esprit qui se fait corps. Alors, si c'est pas là qu'on peut chercher le lien entre le corps et l'esprit, le positivisme, c'est quelqu'un qui s'appelle Auguste Comte, qui fonde ça pour se distinguer de la foi catholique et qui veut fonder sa propre religion. Donc je trouve ça trop chouette qu'on se penche sur ce retour de le lien entre le corps et l'esprit, parce que c'est hyper important dans notre société matérialiste. Je suis gêné si on place le catholicisme du côté des méchants matérialistes, parce que c'est pas le cas, quoi. Bref. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention et les questions. On peut peut-être éventuellement réagir sans répondre exactement à l'intervention. Peut-être tout d'abord à dire que toutes les religions, elles trouveront de l'intérêt à condition qu'elles ouvrent leurs portes pour être enquêtées par les sociologues, et que c'est pas forcément évident en tant que sociologue d'entrer dans les pratiques religieuses, d'entrer dans les fonctionnements des religions, d'entrer auprès des fonctionnements, vraiment les systèmes dans lesquels elles se mettent. Et pour nous, c'est plus facile de rentrer par les pratiques individuelles, parce que les individus sont souvent plus à même de répondre aux sociologues que les institutions religieuses ne le sont, et n'ouvrent leurs archives ou n'ouvrent leurs portes, y compris actuellement, et y compris en particulier pour l'Église catholique en ce moment. Je retiens, vous inquiétez pas, même si je suis pas du tout spécialiste de la religion, je retiens que vous ouvrez vos archives avec un grand intérêt scientifique. Ensuite, peut-être, et encore une fois, sans être du tout sociologue de la religion et ayant aucune compétence dans cette idée-là, mais pour répondre sur les dispositions des sociologues à enquêter, je pense que
en tout cas autour de la table, et je parle aussi pour mes collègues et pour mes collègues qui ont rédigé des articles dans la revue, ce qui est bien sûr, c'est quand on parle de normes, on n'est pas là pour qualifier le bien et le mal, on est là pour déconstruire, pour comprendre les mécanismes sociaux, on est là pour comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi les gens disent qu'ils pensent ceci, cela, pourquoi les gens... Enfin voilà, qu'est-ce qui va construire justement les schèmes de mécanismes sociaux de manière à objectiver les choses et pas renvoyer à la situation individuelle, mais davantage renvoyer à ce qui se passe dans un contexte donné, dans une période donnée, à une histoire donnée, en fonction, on va dire très rapidement, de l'âge, de la classe sociale, du genre et de la question de l'origine ethno-raciale. Et puis enfin, sur peut-être la place de la sociologie et la manière dont... Alors moi, je ne m'approprierai jamais le terme de péché social pour parler des normes, vous vous en doutez bien, et je pense pas plus mes collègues à côté. Mais en tout cas, je pense que la sociologiste, justement, elle a pour fonction de travailler sur les groupes sociaux, mais de ne pas les enfermer et de se rendre compte que les individus passent d'un groupe à un autre, sont dans plusieurs groupes sociaux. Et c'est bien ça l'intérêt, c'est de pouvoir comprendre comment, en fonction des situations, on appartient et on n'est pas enfermé à des groupes sociaux. Et ça, c'est tout le travail à la fois des données quantitatives et qualitatives qui viennent montrer que les individus ne sont pas restreints à une étiquette, avec tout le travail de justement retournement de l'étiquette, déstigmatisation, retournement du stigmate et tout ça, qui peut traverser la question de la religion, la question du travail, la question de la famille, la question des amis, enfin voilà, et là on peut tout déplier, toute la sociologie. Mais voilà, et donc on n'est vraiment pas dans une perspective de construire des groupes, mais de comprendre pourquoi on a des sentiments d'appartenance à des moments, à des groupes, pourquoi on est renvoyé aussi, malgré soi parfois, à des appartenances à des groupes, alors que même on ne se reconnaît pas dans les groupes auxquels on peut être assigné, avec tout le travail d'assignation. Donc voilà, je dirais ça en introduction et je laisserai maintenant mes collègues, je ne sais pas, Vulka, si tu veux parler, il faut que tu fasses signe, on te voit. Tu es sur l'écran, mais n'hésite pas. Voilà. Marion, tu veux... Juste un mot. Rapidement peut-être. Oui. Je vous remercie pour votre intervention qui souligne un fait déjà quand même intéressant qui est effectivement pas présent dans le numéro mais comme beaucoup de choses qui sont absentes de ce numéro qui est ces trajectoires d'intérêt ou de conversion peut-être même jusqu'au catholicisme d'une jeunesse qui ne serait pas juste une jeunesse bourgeoise et ça c'est vraiment un point qui est intéressant à noter. Simplement par rapport à vos questions et pour ne pas répéter ce que vient de dire très justement Yael, la question que vous posez sur ce qu'on peut faire en fait de la foi comme quelque chose qui est incaptable par la science, parce qu'en fait c'est ça, j'imagine, c'est un problème... alors vous dites non de la tête, donc j'ai peut-être mal compris votre question, mais en tout cas, pour parler par exemple de mes enquêtés que j'ai rencontrés, moi je travaille sur l'entrée dans la sexualité des jeunes adultes, et j'ai toujours eu un très profond respect pour la foi de mes enquêtés. Pour moi, c'était quelque chose qui était là, en fait. Et moi, je m'intéressais à ensuite ce qu'ils me racontaient de leur propre pratique, de leur propre histoire familiale, de leur propre rapport à leurs amis, de leurs propres questions, de leurs doutes, de ce que ça leur faisait, de la honte qu'ils avaient eu à avoir certaines pratiques, ou au contraire de la colère. Mais finalement, j'estime que mon travail de sociologue, il s'arrête là. Et il s'arrête au respect, par contre, de leur foi. À aucun moment, j'ai remis en question, est-ce qu'en fait, ils croient ou pas? Est-ce qu'ils ont la bonne croyance? Pas du tout, en fait. Et je pense que c'est là que se situe notre frontière. Après, il faut laisser la place peut-être à d'autres disciplines qui ne sont pas les disciplines sociologiques. Et du côté des frontières, des normes, des hiérarchisations... pour moi, mais peut-être que je suis aveuglée par mes dogmes, mais c'est pas des dogmes, c'est des outils pour comprendre le fonctionnement de la société, c'est nos outils, en fait, c'est notre boîte à outils théoriques. Et on se dit, bah voilà, en fait, il y a des formes d'inégalité entre groupes sociaux. Pourquoi on peut reprendre... alors, je vais peut-être être un peu provocatrice, mais j'espère pas trop l'être, et c'est vraiment pour le débat et le dialogue, mais si on prend le contexte de la manif pour tous, on peut se dire pourquoi à ce moment-là on a eu des personnes qui ont pu proposer des discours parfois fortement hostiles à l'homosexualité,
et qui ont été audibles dans l'espace public et acceptés en fait quand même socialement, en dépit des critiques. Et pourquoi ce type de discours qui serait prononcé par des jeunes musulmans racisés, il est complètement inaudible. Voilà, et ça, vous voyez, c'est un peu ce genre de questions qu'on pose en sociologie. Et finalement, voilà, c'est plutôt de cet ordre-là. Après, moi, je suis très intéressée pour échanger avec vous sur des accès au terrain, parce que pour le coup, moi, je travaille encore sur le couple et les catholiques et les personnes catholiques, donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je sais pas si... Non, tu veux répondre ? Oui, rapidement, oui, je pense que on utilise les outils sociologiques pour interroger les personnes qui sont en face de nous et qui se définissent pour certains et certaines par leur foi. Et évidemment, la question du corps, elle est absolument centrale. La socialisation comme apprentissage par corps, nous dit Sylvia Faure, et c'est très présent dans le dossier. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi une force, et j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, de mettre en valeur comme ça cette place du corps, l'incorporation de ces normes, de ces manières de faire, etc. Et je voulais juste peut-être refaire un petit rappel sur l'usage du terme de minorisation qu'on a fait ce soir, je pense, à la table, et qui n'est pas comparable évidemment à ce que vous décrivez, puisque l'idée c'est bien de l'articuler à des rapports sociaux plus larges, à des discriminations, des difficultés d'accéder à l'emploi, au logement, même à être scolarisé dans le cas des jeunes filles qui portent un foulard. Donc ça va bien plus loin, il me semble, que l'exemple que vous donniez, et je pense que c'était important peut-être de le rappeler. Merci beaucoup. Donc bonjour, moi je m'appelle Chauvet-Rudy. Vous voulez que je me lève peut-être ? Ouais, merci. Donc je m'appelle Chauvet-Rudy, je travaille au centre social Buère-la-Croisée à Villeurbanne, pareil à côté d'un quartier en QPV. Je suis responsable jeunesse, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, la thématique, elle m'a tout de suite intéressé, parce que c'est justement pas des lieux, on n'a pas beaucoup de lieux où on peut en discuter ouvertement, et avoir le regard de sociologues qui ont travaillé dessus, c'est au final une paire de lunettes à prendre pour comprendre un petit peu notre système. Moi, je vais essayer d'être assez rapide. Je vous remercie aussi pour le travail que vous avez effectué, l'invitation. Mais pour témoigner un petit peu justement sur ce qu'on vit au quotidien et vous dire que c'est pas simple, parce que c'est une question qui est aujourd'hui omniprésente dans notre société. Et ma question va aller aussi un peu dans ce sens. C'est aujourd'hui, est-ce que nous, les adultes, on est prêts aussi à accompagner les jeunes dans leur cheminement spirituel. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a manqué aujourd'hui. Quand j'ai vu spiritualité, aujourd'hui, on n'a pas pu en parler, ou en tout cas, peut-être qu'on n'a peut-être pas la même définition aussi de qu'est-ce que la spiritualité. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui sont à la recherche justement de groupes de pairs, et aujourd'hui qui ont une culture religieuse à travers ce qu'ils ont vécu. Mais je témoigne sur le fait qu'ils ont des parcours totalement différents. On n'a pas vraiment une personne qui a le même parcours que l'autre. Et aujourd'hui, des lieux pour s'exprimer et pour justement discuter, et, échanger aussi, le fait de pouvoir s'ouvrir à l'autre, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une question de vivre ensemble. On voit qu'à travers la politique française, on tend pas forcément vers ça. Aujourd'hui, on voit, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'éducation nationale sur la loi de la neutralité. Aujourd'hui, moi, en tant qu'acteur d'éducation populaire, où on est là pour construire ensemble, on vient dans les collèges, et on sent tout de suite des sujets sensibles. Parler de religion à l'intérieur d'un collège, moi, je me le permets à travers mon expérience, puisque je suis capable, en tout cas, de gérer ça, mais c'est pas tout le monde. Aujourd'hui, on sent que c'est vraiment des thématiques, et même à l'intérieur d'un centre social, qui peuvent être un sujet très très sensible, et une compréhension de la laïcité qui est vraiment différente d'un adulte à un autre. Donc moi, ma question aussi aujourd'hui que je vous pose, c'est dans les parcours que vous avez eus, est-ce que vous avez vu des re-questionnements de jeunes justement sur leur religion, ou en tout cas justement dans leur éducation religieuse? Est-ce qu'à des moments vous avez eu des parcours qui ont dévié, ou en tout cas que vous pourrez nous témoigner? Je m'arrête là, sinon je pense qu'on n'aura pas le temps de poser d'autres questions. On va prendre en même temps la deuxième question et on fera une réponse. Ah ok, bon d'accord.
Oui. Merci beaucoup pour votre question. Oui, moi je répondrai peut-être par mon expérience en tant qu'enseignante dans des licences en sciences de l'éducation, dans des masters en sciences de l'éducation à destination des futurs profs. Et effectivement, j'ai constaté année après année les grandes confusions qu'il existait sur la question de la laïcité et notamment sur la neutralité qui incombe évidemment aux fonctionnaires de l'éducation nationale, mais qui n'incombe pas du tout, a priori, aux usagers de l'éducation nationale. Et ce qui est venu mettre un flou peut-être dans ces statuts très différents, a priori, c'est la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école, qui est vraiment un moment tout à fait particulier et qui mélange comme ça ces statuts qui sont pourtant très différents. Donc j'entends tout à fait le fait que c'est difficile pour vous quand vous allez dans les collèges de parler de ces questions-là, parce que effectivement moi, je l'ai constaté, même les fonctionnaires eux-mêmes ils méconnaissent assez fortement les obligations, les leurs, et ça se transforme aujourd'hui presque avec l'idée que les profs ont le droit de dire ce qui est la bonne religion, ce qui ne l'est pas, parce que ils doivent surveiller le portail, et est-ce que le bandana de Marianne est compatible et différent du serre-tête de Mariam, la longueur de la jupe, etc. On a une incitation comme ça à en fait ce que les profs deviennent un peu viennent poser la question de la religiosité de leurs élèves, alors même qu'ils ont ce devoir de neutralité normalement, qui n'incombe pas aux élèves, qui eux ont toute liberté pour exprimer leur religion en classe, dans les limites évidemment, pas de prosélytisme, pas de troubles à l'ordre de l'établissement, mais c'est tout. Sinon ils ont cette liberté-là. Voilà, je sais pas si je peux aller plus loin également. Dans l'univers des centres sociaux, il y a aussi une confusion par rapport au financement public pour les centres sociaux qui sont associatifs, donc pas municipaux. Comme on dépend de subventions publiques, d'un seul coup, le conseil d'administration, c'est plus vraiment ce qu'il a le droit de dire ou pas par rapport à la laïcité et quelle pratique de la laïcité il doit avoir. Les centres sociaux, on a signé la charte de la laïcité de la CNAF, donc qui nous... la définition dans cette charte, c'est tout le monde a le droit de venir dans les centres sociaux, quelle que soit sa confession, et on peut en discuter, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a aucune interdiction d'en parler, mais il peut y avoir du coup une frilosité des conseils d'administration par peur en fait de se voir enlever des financements. Et peut-être juste par rapport à la peut-être que j'ai mal saisi votre question parce que je commence à fatiguer, donc c'est possible que pardon si je réponds à côté, en tout cas c'était pas que j'ai pas écouté. Cette question de ce que vous évoquez de la diversité des parcours en fait qui amène à se poser des questions en matière de spiritualité au sens large, et je pense que vous avez raison dans le dossier, la spiritualité et en fait désigne ces pratiques qui seraient hors des religions instituées principalement. Or, il y a une question de peut-être recherche de sens qu'on cherche à mettre dans des religions instituées qui pourrait être une autre manière de saisir la chose. Et dans quelques-uns des travaux, en fait, bien sûr l'article de Nawel Yacoub sur les parcours de conversion, mais en fait, on a d'autres travaux, on voit bien à quel point c'est pas du tout des trajectoires linéaires, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, et dans d'autres travaux que moi j'ai pu faire ou d'autres collègues, on voit que parfois, à un moment, il y a presque hésitation entre des religions ou des espaces qui pourraient procurer du sens. Et donc effectivement, il se pose une question que posait aussi vous le cas, de penser la question de la verticalité, comment les adultes vont accompagner, être présents. Est-ce que en fait,
Vulka l'évoquait plutôt comme des jeunes qui se construisent en opposition à la génération d'avant. Et il y a aussi comment la génération d'avant va venir échanger et discuter sur ces points-là. Donc là, je pense que vous soulignez un élément qui est vraiment important. Et voilà, je m'arrête. J'avais autre chose, mais je... Le centre de ma question, elle était aussi par rapport, par exemple, à l'islam. Celui qui a une quête spirituelle ne reçoit pas les mêmes informations que celui qui veut juste faire... Qui veut juste appartenir en fait à un groupe et qui lui va être très fermé. Nous aujourd'hui on est pour le vivre ensemble et c'est vrai que j'essaye en tout cas de repérer en tout cas justement quelle place la religion a dans la vie d'un jeune par exemple quand je l'accompagne. Oui. Et c'est vrai que la spiritualité rentre en jeu justement dans... Oui, et juste pour terminer, ça rejoint en fait vraiment des questions très très classiques en sociologie de la jeunesse, qui est un moment où en fait il y a vraiment une espèce de quête d'appartenance à des groupes, de quête de sens individuel, de rupture avec les socialisations antérieures et de conflictualité avec les figures adultes en partie. Que ça, c'est des choses assez classiques que montrent les travaux sur la jeunesse en fait. Et effectivement, il faut se poser la question des cadres religieux proposés ou des quêtes spirituelles engagées, et notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Merci beaucoup. Une question aussi là devant. Quoi, 2 questions. On va prendre vraiment les 2 questions à deux. Donc bonjour, Marlène Billot, je suis animatrice pastorale scolaire au centre de la Xavière, donc moi je suis vraiment sur le terrain, avec une école catholique, mais qui a une population de 40% de musulmans et 40% d'athées. Donc en fait, on n'a vraiment que 20% de vraiment qui s'affichent catholiques. Et je travaille donc à mi-temps au primaire, où là, j'anime la pastorale de catéchisme, en fait, sur le volontariat, la base du volontariat. Donc, les parents inscrivent leurs enfants au catéchisme, mais j'en ai très, très peu par rapport au nombre. Et je travaille à mi-temps au lycée, où là, c'est un cours, en fait, normalement de pastorale, mais qui est obligatoire pour tous les élèves de seconde. Donc, je traite justement plutôt de formation humaine et spirituelle avec une vraie mixité où on aborde chaque sujet, mais entre guillemets dans la laïcité, tout en faisant un parallèle avec toutes les religions. C'est que dit la loi et qu'en disent chaque religion, en fait, pour chaque chose. Et par rapport à ça, il y a 3 choses, moi, qui m'ont plus ou moins, comme vous disiez, par rapport à la laïcité, choquée et que j'aimerais comprendre. La première, la dernière fois qu'on parlait de la vie de Jésus-Christ, quand j'avais dit, ça s'est passé 500 ans avant Jésus-Christ, une enfant de CE2 qui m'a dit, « Madame, on n'a plus le droit de dire avant Jésus-Christ, maintenant on doit dire avant notre ère. » Et là, j'ai dit, mais on est dans un cours de catéchisme, donc... Ne pas dire avant Jésus-Christ, pour moi, ça me choque. Oui, mais on nous a dit à l'école, maintenant, il faut dire avant notre ère. Eh bien, j'ai pas su quoi répondre. J'avoue, j'ai pas su quoi répondre, parce que je me dis, mais où on va là? La deuxième chose qui m'a choquée, c'est quand je suis mamie, mes petits-enfants, en arrivant à la maison, m'ont demandé, quand c'était Noël, de préparer la crèche, et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut installer tes figurines? Je dis, oui, les santons. Ils m'ont dit, non, on n'a pas le droit de dire santon, on doit dire figurine. J'ai dit, mais qui c'est qui t'a dit ça? Ils disent, c'est à l'école, parce que santon, ça fait religieux. Et j'ai dit, mais là, il y a un problème, quoi. Débaptiser les choses, pour moi, ça pose problème. Et la troisième question, c'est quand je me suis aperçue dans les recherches qu'on a changé la définition du mot mariage, quand le mariage a été pour tous, y compris pour les homosexuels. Aujourd'hui, la définition n'est plus la même du mot mariage. Et je me dis, est-ce que là, il n'y a pas un souci quelque part de débaptiser les choses au nom de la laïcité, de ne plus pouvoir appeler les choses réellement par leur nom, comme elles ont toujours existé, comme elles ont toujours été, au nom d'une laïcité. Et là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que la laïcité n'est pas en train, dans une volonté, de supprimer la religion? Au lieu de accepter la religion pour justement, comme disait tout à l'heure, un vivre ensemble. Parce que pour nous, malgré les différences, les élèves, j'organise en fait des débats
Ils débattent entre eux et ils ne se tapent pas dessus. Et ils ont des religions et des avis différents, mais c'est dans le but de vivre ensemble et d'entendre ce que les autres peuvent penser. Et justement, dans ce but-là, en fait, d'entendre qu'on puisse appeler les choses différemment, mais ne pas interdire pour autant d'appeler les choses comme on veut les appeler. Merci beaucoup. On va juste prendre très rapidement la dernière question. Oulala, j'ai promis qu'on finissait à 19h, il nous reste 3 minutes. Vous avez 20 secondes chacun. Donc rapidement, Père Arnaud Goma, l'année dernière j'étais aumônier chez les Maristes dans le 5e. Là je suis en paroisse à Bran, je suis passé de l'autre côté pour un peu être dans 2 milieux différents. J'avais plusieurs réactions et c'était le lien entre l'immigration, la mobilité. Est-ce que ces questions que vous avez abordées, est-ce que vous les aurez abordées il y a 50 ans, lorsque les immigrés étaient pas aussi visibles dans l'ère publique tel que nous le vivons aujourd'hui? La deuxième question que j'avais, c'était par rapport à la référence avec les pays d'origine de la jeunesse, puisqu'on sait aussi que la question spirituelle et religieuse est aussi liée. Beaucoup des religions, même lorsqu'on dit l'islam, on dit l'islam en gros globalité, mais il y a l'islam musulman algérien, il y a l'islam turc, il y a toujours une référence au bled, quoi, là d'où on est sorti. Même dans le catholicisme, il y a les catholiques camerounais, mais il y a les catholiques camerounais du Nord, quoi. Ils ne se réunissent pas avec ceux du Sud. Et donc, la recherche d'identité, dont vous avez dit, hein, la quête identificatoire de ces jeunes, est aussi à prendre en compte. Et la dernière chose, c'était, est-ce que vous pouvez, peut-être j'ai pas compris comment les réseaux sociaux peuvent être aujourd'hui un lieu de spiritualité. Est-ce que vous pensez qu'il y a des religions qui n'existent que de manière virtuelle? Puisque je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent j'ai une spiritualité, j'ai une vie, je prie, mais je dis avec quoi? Il me dit avec telle application. Il n'y a pas besoin d'une relation directe. Et donc, est-ce qu'on peut peut-être considérer aujourd'hui, comme qu'a dit une des intervenantes, que c'est important qu'on fasse aussi des recherches chaque fois sur Internet, parce qu'il y a un monde parallèle qui est en train de vivre et de faire aussi sa religion et sa spiritualité. Merci beaucoup. Et alors du coup, la micro-dernière réaction. Et après, on a des micro-réactions nous aussi. Et après, on s'arrête. Oui, bonsoir. Donc moi je m'appelle Nicolas Fayette. Je travaille dans les services déconcentrés de l'État jeunesse et sport. Donc ça veut dire que j'ai des partenaires et collègues dans la salle, à la fois du côté en fait du monde de la recherche et aussi du côté de l'éducation populaire. Et donc je voulais très très court. Je voulais déjà tout simplement dire que je crois que ce sont le genre d'espace, enfin les témoignages et les questions ici qui sont posées montrent bien que c'est le genre d'espace en fait qui n'est pas suffisamment exploité, qui n'est pas suffisamment présent, puisqu'on a du mal à avoir un langage un peu commun. Et donc je trouve ça très, très intéressant de se dire qu'on pourrait peut-être davantage communiquer, qu'on a beaucoup de mal à parler ensemble de ces questions-là, et qu'entre le terrain et la recherche, on a peut-être davantage de ponts à faire plus fréquemment. Et mon autre question, en fait, elle est très simple. C'est plutôt une piste, mais vous en saurez bien plus que moi. Donc moi, j'ai une formation de sociologue aussi à la base. J'ai beaucoup travaillé sur le Brésil. Et là-bas, sur les questions en fait, de religion, la métaphore du marché, la question de sociologie économique, la métaphore du marché, en fait, est très employée pour penser l'offre et la demande de religion. Et donc, vous avez abordé beaucoup de choses, et je me demandais en fait si dans la recherche française actuelle, cette métaphore-là en fait était aussi utilisée. Mais vous n'avez pas besoin d'y répondre maintenant, c'était simplement comme ça. Merci beaucoup. Alors, je vous donne à mes collègues 22 secondes et demie pour répondre à chacune de ces questions. Ceci est impossible.
Donc, vas-y, Emmanuel. Je vais dire deux mots parce qu'il me semble que des questions m'étaient adressées. Alors moi, j'ai pas travaillé précisément cette question des personnes qui repartent vivre dans le pays d'origine ou dans d'autres pays musulmans. J'ai croisé ça parce que j'ai travaillé pendant 20 ans sur les descendants de l'immigration maghrébine en France. Donc c'est quelque chose que j'ai rencontré, des gens qui partaient en disant, voilà, en France, on ne peut pas vivre sa religion. Mais j'ai pas travaillé cette question en tant que sociologue. C'est plus des choses que j'ai rencontrées. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui s'y fait. Et je ne sais pas si c'est des lieux où se font la religion. En tout cas, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il se passait plein de choses et que justement, l'exemple que vous donnez, les jeunes vous disent « Ah, mais moi, je fais ça avec une appli ». Ben, je pense que voilà, typiquement, si on travaille sur la religion, on ne peut pas travailler uniquement en faisant des entretiens, mais on doit soi-même aller sur les applis que les personnes peuvent utiliser pour comprendre justement et après pouvoir croiser à la fois ce que les gens nous disent et ce avec quoi finalement ils se socialisent, parce qu'aujourd'hui ça fait partie de nos univers de socialisation. Et une dernière chose, et peut-être que ça fait un peu plus de 20 secondes, mais je vais aller très vite, par rapport à la dernière intervention, je le pensais, je l'ai dit plein de fois à l'occasion de discussions avec des collègues, mais cette rencontre me conforte là-dedans. Je suis frappée de voir à quel point, cette question donc des religions est omniprésente. Et là, on l'a beaucoup discuté à propos des jeunes. Et moi, j'en suis absolument... les fois où j'ai travaillé auprès des populations d'origine maghrébine en France, je voyais bien à quel point c'était omniprésent. Et en même temps, à quel point la société française ne sait pas faire, j'ai envie de dire, avec cette question du fait de cette fameuse loi de laïcité, qui est très souvent mal interprétée. Mais franchement, voilà, toute cette discussion me montre ce gap et effectivement, bien sûr, il faudrait d'autres espaces, d'autres temps pour prendre le temps de discuter de tout ça. Émilie, tu veux... Lucienne, Sophie, pardon. Marion. Non, non. Je vous remercie, en fait, sinon on va prendre... Juste, il me semble, la métaphore du marché, elle est pas très utilisée en France. Mais effectivement, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, en fait, mais pour plein de raisons, elle ne fonctionne pas exactement de la même manière sur le terrain français, il me semble. Mais peut-être que ça change aussi. Ouais. Peut-être pour terminer, Vulka, je te coupe la parole que tu n'arrives pas à avoir, je suis désolée, c'est pas de la censure. Peut-être pour terminer, en tout cas moi, à entendre toutes vos questions et puis à avoir vu ce dossier se construire et à le publier après, ça montre en tout cas qu'il y a vraiment un besoin de travailler cette question de la pratique religieuse, des croyances, de la spiritualité, des parcours en fait, des jeunes au carrefour de toutes ces questions-là, de prendre au sérieux en fait toute la question de la religion et de la traiter avec les outils de la sociologie. Il n'y a pas que la sociologie, mais en tout cas de poursuivre et donc d'ouvrir aussi les terrains, de pouvoir avoir des espaces de discussion et de poursuivre la connaissance pour justement compléter par des approches internationales, pour compléter... Enfin, c'était un appel à communication qui a été ouvert avec énormément de dimensions ouvertes et finalement on s'est rendu compte qu'on était en tout cas à un moment où la production scientifique n'était pas si grande que ça sur la question religieuse et donc ça permettait aussi de pouvoir ouvrir la légitimité pour les sciences sociales qui traitent de la jeunesse, d'ouvrir des terrains encore et encore et de continuer à documenter les choses. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et puis on vous souhaite maintenant une bonne soirée et puis on peut discuter de manière un peu plus informelle sans le chronométrage. Merci. Désolée, Vulka. Désolée. Oui.